Alors, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord vous prier de bien vouloir excuser l'absence du président Jean-Michel Jacques, retenu en circonscription en raison de la venue du ministre Ferracci à la Fonderie de Bretagne, un site industriel majeur pour lequel notre président a activement participé à la diversification de la production vers le secteur de la défense, ce qui me vaut le plaisir et l'honneur de présider cette réunion. Un plaisir d'autant plus que notre ordre du jour de ce matin appelle l'examen du rapport confié à nos collègues Arnaud Saint-Martin et Corinne Vignon sur les satellites, leur application militaire et les stratégies industrielles qui y sont associées. En raison d'un déplacement par compte après aux Pays-Bas de certains d'entre nous, nous sommes obligés de quitter cette réunion à 10h55 au plus tard. Donc, merci beaucoup à tous de respecter le temps de parole. Alors, cher rapporteur, votre rapport tombe à point nommé, tant l'année 2025 se révèle comme une année du spatial. Ariane 6 a effectué son premier vol commercial le 6 mars dernier. Vous y étiez, je crois, chère Corinne, et a mis en orbite avec succès un troisième satellite français d'observation militaire. Le commandement de l'espace inaugurera prochainement son nouveau site à Toulouse, où il sera doté de capacités pleinement opérationnelles, notamment de défense active. Le Premier ministre a par ailleurs demandé au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale de coordonner l'élaboration d'une nouvelle stratégie spatiale de défense 6 ans après la première. C'est dire si votre étude et vos recommandations sont appelées à être scrutées avec attention, non seulement par notre commission, mais aussi par tous les acteurs, tant civils que militaires du secteur. Ce secteur est lui-même en plein bouleversement, en raison notamment des usages militaires désormais essentiels mis en lumière par le conflit en Ukraine, mais aussi de la montée en puissance des acteurs privés tels que SpaceX et la mise en orbite basse d'immenses constellations, notamment de connectivité. Vous soulignez les risques induits par ces méga-constellations américaines et chinoises, donc l'occupation de l'espace s'apparente à une véritable colonisation. Bouleversement aussi en raison des incertitudes pesant sur les équilibres financiers et les modèles économiques du secteur, notamment en France, avec leurs répercussions potentielles sur l'emploi. Sur tous ces sujets et sur bien d'autres, votre rapport produit des analyses serrées et détaillées à l'appui de propositions nombreuses et concrètes. Je salue donc votre travail, Madame et Monsieur les rapporteurs, et je vous laisse en exposer le sens et les conclusions à nos collègues. Vous avez toute notre attention. Très bien. Madame la Présidente, mes chers collègues, vous nous avez confié à la fin de l'année 2024 une mission d'information sur les satellites, leurs applications militaires et les stratégies industrielles propres au secteur spatial. Nous nous sommes attelés à la tâche en janvier dernier, avons mené une trentaine d'auditions à Paris, sans compter les nombreux entretiens menés dans le cadre de 2 déplacements effectués à Toulouse, puis en Guyane, à l'occasion du lancement d'Ariane 6, le tir de CSO-3. Nous avons ainsi pu interroger des chercheurs, des scientifiques, des industriels, des syndicats, des militaires, des 3 armées, des représentants de la DGA, du CNES, de l'ESA, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des dirigeants de start-up, des représentants de Bercy et bien d'autres. On a compté, on a vu 82 personnes. Donc là, je tiens d'ailleurs à remercier le bureau et le président de la Commission de la Défense, Jean-Michel Jacques, de nous avoir permis d'étendre cette mission flash d'1 mois de plus, ce qui était nécessaire pour aller jusqu'au bout. Et véritablement, on a fait flash de tout bois. Alors, nous avons souhaité partir du terrain afin d'étudier, sans parti pris, un secteur, celui du spatial, à la fois très dynamique, mais aussi en crise à bien des égards. Notre travail portait spécifiquement sur les satellites, mais nous ne nous sommes pas interdits d'aborder aussi, lorsque cela se justifiait, les lanceurs, puisque tout est interconnecté, tant il aurait été artificiel de vouloir dresser une cloison étanche entre ces domaines qui sont intimement liés. Notre but était de dépasser les idées toutes faites sur le spatial et le satellitaire, ou bien les simples impressions ou intuitions, pour objectiver les choses et répondre à plusieurs questions telles que, et je vais les lister, à quoi servent les satellites dans le domaine de la défense et au-delà? Quel bilan peut-on dresser de la politique française de soutien à ce secteur? Quelles sont les reconfigurations industrielles à l'œuvre? Le pilotage de ce secteur est-il optimal ou peut-il être amélioré?
Ou encore, quels sont les défis soulevés par l'augmentation exponentielle du nombre de satellites en orbite, notamment basse, et comment les relever? Alors, on assiste en effet à un déploiement en orbite de constellations terrestres basses, toujours plus. Jusqu'ici, le marché du satellite était dominé par les satellites en orbite géostationnaire, qui sont placés donc à une orbite telle, à 36 000 km, que la Terre est parcourue de façon continue en 24 heures. Il permet ainsi de couvrir une région du globe de façon constante pour transmettre la télévision ou la radio ou des télécoms. Avec les constellations en orbite basse, ce qui est la grande bifurcation technique, les satellites sont placés en altitude comprise entre 400, 500 et 2000 km, comme vous le voyez affiché à l'écran. Contrairement aux satellites géostationnaires, les satellites en orbite basse n'ont pas une position fixe par rapport à la planète. La vitesse de rotation est telle que les satellites survolent plusieurs fois la surface de la Terre en une journée. L'altitude plus faible réduit la latence du signal, ce qui est très utile pour l'accès à Internet, ce qui est donc le nouveau créneau sur lequel investissent les entreprises, mais implique d'envoyer des milliers de satellites en orbite. Nous avons constaté au cours de nos échanges que les évolutions en cours suscitaient des débats légitimes sur le rôle de l'État, sur la place des startups, sur ce qu'on appelle le New Space, sur l'intérêt d'un éventuel géant européen sur le domaine du satellite. Nous avons évoqué ces questions sans tabou, en essayant de déterminer la juste place de la puissance publique dans ce secteur. Nous émettons au terme de nos travaux 58 propositions qui nous sont très largement communes, à Corinne Vignon et à moi, tant nous avons travaillé en bonne intelligence. Nous partageons en effet l'essentiel des constats et des recommandations, et ne divergeons que sur quelques points qui vous sont signalés dans le rapport. Nous aborderons un certain nombre de problématiques dans notre propos liminaire, sans prétendre être exhaustifs. Nous pourrons revenir lors de vos questions sur les points non évoqués. Je m'attarderai quant à moi en premier lieu sur le sujet du pilotage du secteur, car il est essentiel. Il est assuré par au moins 4 acteurs institutionnels bien connus: le Centre national d'études spatiales, le CNES, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, la Commission européenne et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial, le SPA. Or, la répartition des missions et la coordination entre ces organes s'avèrent particulièrement complexes et fragmentées, c'est peu dire. Pour y apporter de la clarté et de l'efficacité, il nous semble qu'il conviendrait de recentrer l'ESA sur son rôle de coordination technique, tel qu'il est prévu par son mandat. À l'agence de la Commission européenne devrait revenir la définition de la politique européenne communautaire. Le rôle de l'ESPA devrait se limiter strictement à la gestion des services spatiaux à usage civil. Quant au CNES, c'est une question lancinante qui est constamment revenue dans les discussions. Il est et doit rester le principal acteur de la politique spatiale française. Il est placé aujourd'hui sous la tutelle conjointe de 3 ministères: l'économie et les finances, les armées et l'enseignement supérieur et la recherche. Le CNES a progressivement élargi ses missions en tant qu'agence scientifique et technique, opérateur de la défense et acteur économique. Or, il nous semble que la diversification de ses missions ne doit pas se faire au détriment de son rôle historique de centre technique et d'agence de pilotage de la politique spatiale. Cette dernière mission demeure indispensable pour définir la stratégie des missions spatiales et fournir une expertise technique aux entreprises. Nous appelons donc, à l'occasion de la nomination récente de son président par le président de la République, François Jacques, le nouveau président du CNES, à réaffirmer le mandat triple du CNES comme agence scientifique et technique d'abord, opérateur de la défense ensuite et acteur économique enfin. Un mandat plus clair apportera une meilleure organisation interne et une plus grande complémentarité entre les activités. Enfin, dernier point de mon début de présentation, les budgets du spatial doivent être rehaussés. La France doit porter une hausse du financement de l'ESA en novembre prochain, à l'occasion de la ministérielle, et qui décidera donc du budget pour les 3 prochaines années. Mes chers collègues, sans revenir sur les questions de méthode qui ont parfaitement été exposées par mon collègue Arnaud Saint-Martin, je souhaite, avant de débuter mon propos, remercier chaleureusement nos administrateurs, Bruno Legrain et Valentin Sayag, ainsi que notre petit stagiaire, Nathan, qui ont travaillé sans relâche, et remercier également le président de la commission, Jean-Michel Jacques, qui nous a permis également de rallonger le temps habituellement imparti pour une mission flash afin d'approfondir les aspects industriels du secteur satellitaire que je vais vous présenter, car en tant que Toulousaine, ça me tient particulièrement à cœur. Comme vous le voyez projeté,
La France est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur du spatial avec des maîtres d'œuvre, Ariane Group, TAS, alors TAS, Thales Alenia Space, parce que vous allez entendre souvent, vous allez entendre parler d'eux, et ADS, Airbus Defence and Space, les ETI, les PME et les start-up. Cela représente un marché de 11 milliards d'euros avec un chiffre d'affaires, en chiffre d'affaires, et il emploie plus de 70 000 personnes. L'écosystème toulousain, où la mission s'est rendue en février 2025, représente à lui seul 25% de l'emploi européen dans le spatial. Les industriels nationaux spécialisés sont aujourd'hui confrontés à des difficultés majeures dans le contexte de l'effondrement du marché institutionnel du satellite géostationnaire. Le marché accessible se réduit pour les Européens alors que le risque, jusqu'alors porté par les agences, se déplace vers les entreprises. On assiste en même temps au développement du spatial commercial incarné par les start-up du New Space à vocation de service et à financement public-privé. Les primes, Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space, subissent cette mutation de marché du satellite et ont annoncé des plans de transformation incluant des suppressions de postes. 394 chez ADS, 976 chez TAS. Les deux entreprises, en concurrence frontale, s'affrontent en menant une guerre des prix jusqu'à la vente à perte. C'est notamment le cas de leurs satellites reconfigurables en orbite, OneSat pour ADS, Space Inspire pour TAS, qui sont des objets remarquables de technicité, mais qui ont accéléré les déboires financiers. Le dialogue social des plans de transformation engagés par les deux entreprises semble visiblement moins apaisé chez TAS que chez ADS. L'intersyndicale de TAS observe une forte dégradation de la qualité de vie au travail et un manque de clarté dans le déploiement des plans de départ. Dans le contexte, il semble important que l'État, qui détient une participation indirecte dans Thales Alenia Space, s'assure qu'une politique d'accompagnement et de formation soit mise en place pour certifier la requalification des salariés au sein du groupe. Nous souhaitons également que les industriels prennent l'engagement que les restructurations en cours n'aboutiront pas à une diminution de l'effort de recherche et de développement. Il faut dire également un mot du projet Bromo à l'horizon 2026, encore à l'étude à ce jour, visant à fusionner Airbus, Thales et Leonardo. L'objet est de créer un champion du spatial. Alors que l'avant-projet aurait été déposé à la Commission européenne en 2025, le projet se heurte a priori au risque de position dominante sur le marché. Une étude du cabinet Syndex souligne qu'une entreprise commune permettrait de réduire les risques de l'activité spatiale et de soutenir la recherche. Toutefois, la fusion d'ADS et de TAS, ayant des activités proches, entraînerait très probablement la suppression de doublons des infrastructures, les salles blanches, les moyens d'essai, les moyens d'intégration, une nouvelle vague de suppression de postes, voire une disparition d'un site français. Sur ce projet, nous avons, avec mon co-rapporteur, des approches sensiblement différentes. J'estime pour ma part que la création d'un champion français aurait du sens afin de stopper l'affrontement commercial entre ADS et TAS et d'avoir un adversaire de taille face à la domination de SpaceX. Toutefois, un certain nombre de précautions devront être prises, tenant notamment à la pérennité des sites industriels et à la limitation des départs contraints. Mon collègue Arnaud Saint-Martin, dont je le précise avec qui j'ai parfaitement bien travaillé, pour sa part, préconise de demander à la DGE, au ministère des Armées et à celui de l'enseignement supérieur et de la recherche d'examiner les conséquences sociales, industrielles, économiques
et opérationnelle de la fusion et, en cas d'avis défavorable, de s'y opposer. J'en viens à présent à la politique de soutien au secteur spatial. Elle a pris la forme en particulier du volet spatial du plan France 2030, qui a été mis en œuvre par la Direction générale des entreprises, que nous avons auditionné, qui est doté d'1,5 milliard d'euros. Ce plan avait pour priorité affichée de rattraper le retard sur les segments émergents du spatial et d'investir dans les nouveaux usages. Il s'agissait ainsi de mieux adapter le marché français à la concurrence internationale. On a évoqué SpaceX, mais c'était aussi au niveau intra-européen. Si le principe d'un tel plan combinant un soutien financier et des appels d'offres publics est salué par tous, il n'a constitué dans les faits qu'une réponse partielle. Et il nous semble que le bilan qu'on peut en tirer est mitigé. Et là, on converge. On peut regretter notamment l'absence de choix clairs dans le cadre de France 2030 sur un projet de mini-lanceur, ce qui a mené à soutenir 4 projets concurrents. Le terme de saupoudrage est revenu régulièrement dans les auditions, y compris des acteurs qui bénéficiaient de ces subventions. La stratégie d'ensemble du plan doit être également questionnée, France 2030 ayant favorisé la fragmentation de la filière sans renforcer la complémentarité entre les industriels de la BITD et les PME. Le pilotage centralisé et sous forme d'appel d'offres compétitifs a avantagé les industriels majeurs et les startups de la BITD au détriment des PME et des ETI, que nous avons aussi vus sur site. Pour les futurs appels d'offres qui résulteront de la nouvelle stratégie spatiale nationale, qui est en gestation, nous recommandons d'assurer l'allotissement pour favoriser les PME et les ETI. Les entreprises que nous avons interrogées ont par ailleurs regretté le manque de visibilité pluriannuelle sur la commande publique à la suite du plan France 2030 et de la loi de programmation militaire de 2023. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui à assurer en priorité la mise en œuvre effective des projets inscrits dans la loi de programmation militaire. L'État doit faire des choix clairs en faveur de secteurs dont l'intérêt stratégique ou économique est bien identifié. Ça ne l'est pas toujours. Je souhaite enfin aborder la question des défis soulevés par l'augmentation exponentielle du nombre de satellites en orbite. Le nombre de débris spatiaux en orbite n'a cessé d'augmenter depuis le début de l'ère spatiale et a été multiplié par 3 en 15 ans. Pour l'illustrer, voici une vidéo de l'ESA qui recense les objets en orbite par taille et montre l'encombrement de l'orbite basse terrestre, enfin circumterrestre. On dénombre 10 000 objets de plus de 10 cm et jusqu'à 1 million de plus de 1 cm. L'inflation de débris force les opérateurs de satellites à effectuer de plus en plus de manœuvres d'évitement, notamment avec Starlink. La saturation de l'orbite rend plausible l'hypothèse d'un effondrement généralisé à la suite de collisions en chaîne, dit syndrome de Kessler. C'était une vague hypothèse il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une réalité largement envisagée. Pour répondre à ce défi, qui est plus qu'un défi, c'est une menace existentielle, il est indispensable d'une part de renforcer la surveillance de l'orbite basse et d'autre part de sécuriser celle-ci. La France a développé des outils pionniers en matière de gestion des déchets, enfin d'observation plutôt. Des entreprises privées commencent à investir ce champ, quelques startups. Une filière française ou européenne de gestion des débris orbitaux pourrait donc être mise en place, avec des potentialités élevées à l'export. C'est en tout cas une piste prometteuse que nous invitons à explorer, si d'aventure des business models étaient crédibles. Il importe aussi, dans le cadre du déploiement de la constellation européenne Iris-Carré, d'être particulièrement attentif aux conséquences environnementales et aux déchets générés. Quoi qu'il arrive, on va polluer. Plus généralement, le cadre normatif existant doit être renforcé. Au-delà du traité sur l'espace de 1967, la France a été précurseur dans ce domaine avec sa loi de 2008 sur les opérations spatiales, qui est particulièrement vertueuse. Nous appelons ainsi à porter, dans les futures négociations au Conseil de l'UE, une position ambitieuse pour la future loi spatiale européenne, qui va être bientôt examinée au Parlement, en vue de généraliser le cadre français et d'imposer des normes strictes en matière de durabilité et de gestion des débris. L'enjeu est de promouvoir un modèle spatial plus vertueux, en garantissant la sécurité en orbite et le respect du droit international. Au niveau multilatéral, nous appelons à réaffirmer les principes d'usage pacifique et à défendre un déploiement raisonné des constellations, quand bien même ça paraît aujourd'hui très compliqué.
Pour cela, nous proposons la signature d'une convention internationale sur les débris ou la création d'une agence intergouvernementale du spatial. On pourra en discuter. La France a les moyens d'incarner un nouveau modèle du spatial. Mes chers collègues, je terminerai notre présentation en évoquant les aspects spécifiquement militaires du satellitaire. Ils sont fondamentaux. L'espace extra-atmosphérique s'est transformé en quelques années en une véritable zone de conflictualité, au point que l'on parle aujourd'hui d'arsénalisation de l'espace. On sait que plusieurs pays ont démontré leur capacité d'effectuer des tirs satellites sur leurs propres satellites pour l'instant. L'épisode du satellite russe venu butiner auprès d'un de nos satellites militaires de télécommunications est également largement connu. Le conflit russo-ukrainien témoigne abondamment de cette militarisation de l'espace. On sait que dès le 24 février 2022, les forces russes ont déclenché une attaque cyber contre le réseau satellitaire utilisé par les forces ukrainiennes. Le spatial de défense est d'abord crucial pour nos industriels. Comme illustré par le panorama qui vous est projeté, le spatial de défense occupe une place importante en Europe. Il donne de la visibilité à l'industrie et permet de guider la commande publique. À ce titre, il est indispensable d'exécuter le financement des 6 milliards d'euros prévus dans la loi de programmation militaire dans les temps. Il s'agit d'un plancher décrit comme vital par le secteur. Pour nos armées, le spatial apporte des capacités de commandement, de renseignement, de surveillance, de reconnaissance indispensables à qui veut conquérir la supériorité militaire. Cela sera encore plus vrai demain. Le combat du futur sera remporté par celui qui aura la maîtrise de l'espace et qui, grâce à elle, aura le temps de latence le plus réduit entre l'établissement de la situation et le déclenchement du feu. La France a fait preuve d'une grande clairvoyance, puisqu'elle a pris acte très tôt de ces évolutions, en publiant dès 2019 sa stratégie spatiale de défense, concomitamment à la création du commandement de l'espace. Les satellites français remplissent aujourd'hui 3 grandes missions. Vous les voyez donc derrière moi. Observation, avec les constellations CSO et avec CSO3 qui a été lancé en février. La détection, CERES, satellite de renseignement électromagnétique. Télécommunication, système Syracuse 4. À cela s'ajoute la surveillance avec le radar sol, GRAVE. Pour prendre en compte les bouleversements stratégiques induits par l'accélération des technologies spatiales, nous émettons une série de recommandations et nous souhaitons qu'elles puissent inspirer la nouvelle stratégie spatiale nationale qui est en cours de préparation et qui devrait être rendue publique dans les prochaines semaines. En ce qui concerne l'appui spatial aux opérations, il faut absolument éviter tout retard dans le renouvellement des systèmes militaires spatiaux qui arriveront prochainement à échéance. Je pense au remplacement de CERES par Céleste, de CSO par Iris, de Syracuse 5 et du successeur de Grave, Aurore. Nos armées doivent également être en capacité d'utiliser le système européen Galileo PRS à la place du GPS en les dotant des récepteurs adaptés. S'agissant de l'action dans l'espace, il est indispensable d'assurer la protection des moyens spatiaux français en lançant sans tarder les satellites patrouilleurs démonstrateurs Yoda, puis Toutatis, en développant bien sûr la constellation Égide. La France doit par ailleurs investir plus fortement la partie haute de l'espace aérien, c'est-à-dire la très haute altitude, la TH1, compte tenu de son exploitation croissante dans le domaine militaire par ses compétiteurs stratégiques. En particulier, la mise en place d'un système spatial d'alerte avancé
au moyen de quelques satellites d'alerte avancés munis de capteurs à infrarouge, permettrait de surveiller cette zone, puis l'espace, et ainsi de mieux caractériser la menace balistique, qu'il s'agisse de missiles balistiques proprement dits ou des armes hypersoniques. Il s'agit de surveiller également les rentrées atmosphériques qui posent des risques croissants pour les populations et qui sont gérées par l'armée. Enfin, le développement d'une constellation indépendante pour les communications duales constitue un enjeu à la fois civil et de défense. Le projet de constellation Iris-Carré a pour objectif de fournir une infrastructure sécurisée de communication par satellite, en particulier à destination des gouvernements et des organisations critiques en Europe. Ce projet de constellation de connectivité en orbite basse revêt une importance considérable pour l'autonomie stratégique européenne. À l'heure où le monde est marqué par l'essor des méga-constellations de dizaines de milliers de satellites, américaines, chinoises, on a besoin de connectivité. Ce besoin n'a jamais été aussi fort. Si la constellation Iris-Carré n'a pas à ce stade d'utilité pour le renseignement militaire, elle présente en revanche un intérêt majeur pour les télécommunications des forces armées. À plus long terme, il importe que les efforts d'innovation permettent d'ajouter au service Iris-Carré des capacités d'observation militaire, comme le font les Américains sur Starlink avec Starshield. Là encore, un certain nombre de garanties doivent être assurées. Nous y insistons dans le rapport. Il faut en particulier veiller à garantir l'interopérabilité d'Iris-Carré avec le système Syracuse et veiller à sa mise en place opérationnelle au plus tard en 2030, afin de ne pas laisser s'installer un trou capacitaire dans le système français de télécommunications spatiales. Dans le contexte du développement de la guerre électronique, la constellation Iris-Carré doit par ailleurs être dotée de capacités de cyber-résilience élevées. Et je précise également qu'il faut penser au segment sol d'Iris-Carré. Chers collègues, nous nous sommes efforcés de résumer de manière synthétique l'essentiel de nos conclusions et de nos recommandations. C'est un sujet particulièrement vaste, à la jonction du civil et du militaire, de l'économique, du technique, et qui mêle des dimensions nationales, européennes et internationales. Nous vous remercions de votre attention et nous tenons prêts à répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher rapporteur, d'avoir approché déjà ce sujet très important, sujet important au niveau national, mais également européen. Et donc, les articulations sont effectivement multiples et je pense appellent à beaucoup de questions et d'observations. Comme d'habitude, on assiste quand même à pas mal de saupoudrage, comme vous l'évoquez, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et la clarification, effectivement, des compétences entre les uns et les autres paraît très important, particulièrement un regard quand même sur l'ESA, quand on pense au juste retour vers tous les États membres, enfin quasiment chaque État membre a son agence spatiale, hein, donc ça complique quand même un petit peu les choses. Et on voit bien qu'on ne peut pas approcher cette question en silo. On a la jonction du civil et militaire et de nombreuses questions comme que vous avez évoquées, sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, comme par exemple la fusion Airbus, Thales et Leonardo, mais montre aussi qu'on a besoin peut-être d'un changement de logiciel au niveau de la Commission européenne, de sortir du focus position dominante vers plutôt comment assurer notre compétitivité. Un point qui me paraît très important quand même, c'est la sécurité de l'espace, ce que vous avez évoqué, tous les débris. Quand on voit votre image, c'est quand même effrayant ce qui se passe déjà en orbite basse. Est-ce que je pense qu'il faudrait peut-être plutôt une convention internationale qu'une simple loi européenne, mais est-ce qu'il y a des solutions techniques
qui ont été évoquées, parce que question que je me pose, je ne connais rien dans ce domaine. Et voilà, seule question. Et on va rapidement passer à la liste des orateurs de groupe et pour 2 minutes. Et donc pour le Rassemblement national, Franck Giletti, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Votre rapport pose une question fondamentale. C'est est-ce que la France veut-elle encore être une puissance spatiale militaire à part entière, ou accepte-t-elle de glisser lentement vers une dépendance stratégique? J'ai eu l'occasion dans mon dernier rapport budgétaire consacré au spatial de défense, et je constate avec plaisir que nous sommes en accord sur beaucoup de points, de rappeler que notre programme spatial est né d'un impératif de souveraineté. C'est ce lien historique entre espace, dissuasion nucléaire et indépendance nationale qu'il nous faut aujourd'hui réinterroger avec lucidité. Car si notre passé est glorieux, notre présent est beaucoup plus préoccupant. Nous sommes la seule nation européenne à disposer d'une capacité OREM, renseignement d'origine électromagnétique, avec la constellation Cérès, vous l'avez évoqué. Nos satellites d'observation d'optique CSO sont d'excellentes factures, nous le savons ensemble. Et oui, le premier vol d'Ariane 6 a enfin eu lieu début 2025, après des années de retard. Il a enfin permis la mise en orbite du satellite CSO3. Mais le simple fait que ce lancement ait été suspendu aussi longtemps, faute de lanceurs disponibles, dit beaucoup de notre vulnérabilité. À cela s'ajoute une faiblesse chronique. La France ne dispose toujours pas de satellites radar militaires souverains, alors que cette technologie est indispensable à toute observation, tout temps, et que plusieurs de nos partenaires, y compris européens, en sont déjà dotés. Je pense aussi aux démonstrateurs, vous l'avez évoqué aussi, cette capacité à protéger de l'action dans l'espace ou depuis l'espace, avec des démonstrateurs ou pas d'ailleurs. On a très peu de communication à ce sujet. Et ce qui est un de nos points faibles, je pense, si on veut être une grande nation cadre dans l'espace, c'est cette capacité à agir dans l'espace. Pendant ce temps-là, la compétition mondiale s'accélère. Les États-Unis, la Chine, la Russie, mais aussi des acteurs privés expérimentent, lancent, adaptent à une cadence qui relègue nos processus d'acquisition et notre gouvernance à une forme d'âge industriel. Et cela, malgré la vitalité de notre écosystème. Le secteur privé innove, des startups comme Unseen Lab offrent des services performants, et pourtant l'État reste toujours prisonnier de sa propre inertie. À l'appui de vos travaux, quelles ruptures concrètes proposeriez-vous au gouvernement pour sortir de ce paradoxe? Comment fait-on pour que la France cesse de se comporter comme une puissance spatiale sur le déclin, alors qu'elle en a les moyens de faire autrement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame, Monsieur le rapporteur. Merci, chers collègues, pour votre question. Alors, bon, vous comprenez qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Je crois que la France a fait énormément d'efforts sur le spatial. Elle a toujours été considérée comme la nation phare du spatial, mais il est vrai que le géostationnaire, l'époque du géostationnaire se termine, et donc on est dans une phase de transition. Et évidemment, les États-Unis ont pris une avance habituelle avec des montants qui sont complètement fous d'investissement. Et notons qu'ils ont Starlink, en tout cas, pardon, Elon Musk a largement bénéficié d'aide du gouvernement. Alors, pour nous, il nous faut faire des choix. Il faut aller vite. À un moment donné, sur les radars, je suis d'accord avec vous, nous n'avons pas de radar. Mais est-ce qu'il faut que la France produise ces radars? Ne faut-il pas s'appuyer sur nos collègues européens, par exemple les Espagnols, qui sont assez forts dans ce domaine? Je crois qu'il ne faut pas faire tout français. Il faut garder notre souveraineté, mais nous n'avons pas non plus les moyens d'être un compétiteur numéro 1 dans le monde. C'est impossible. Je veux dire, on ne peut pas avoir une technicité sur tous les secteurs. Voilà. Donc, il va falloir nous appuyer sur nos collègues européens, les Allemands, les Italiens, les Espagnols. C'est peut-être là, en effet, où on va diverger. Moi, je pense que la souveraineté en matière spatiale n'a pas de prix, qu'il faut lourdement investir. Et on a été défaillant pendant trop longtemps. On a laissé passer les wagons, les trains même. On a observé la montée en puissance de certains acteurs. Au départ, d'ailleurs, avec un certain mépris, évidemment SpaceX, dans les années 2000. Et au fur et à mesure, on a bien vu qu'un modèle économique particulièrement agressif s'est imposé, qui était largement encouragé par la puissance publique aux États-Unis, ça a été rappelé par Corinne.
Mais au fur et à mesure, c'est une forme de déclassement qui s'est imposée. D'abord un sentiment, et puis très objectivement, sous la forme de rupture de service sur le front du lancement. Vous avez évoqué Ariane 6, qui est un scandale en fait. Le moment où on doit lancer des satellites sur Falcon 9, c'est intolérable. Ça, c'est une rupture de service qui a été provoquée aussi par des politiques qui ont été mises en place, une privatisation dont il faudrait évaluer aujourd'hui la portée et les conséquences, encore aujourd'hui, puisque ça a mis en retard tout le programme. C'est un exemple parmi d'autres. On pourrait évoquer toute la gamme de services satellitaires sur lesquels, moi, je pense qu'on doit avoir un contrôle et on doit investir lourdement. Le radar, évidemment, avec des capacités souveraines françaises. C'est aussi le Space Situational Awareness. On doit avoir des moyens de contrôle au sol pour avoir une capacité autonome d'observation de ce qu'il se passe au-dessus de nous. C'est extrêmement conséquent dans notre façon dont nous, on peut se positionner aussi dans les cercles de la diplomatie spatiale, puisque là, on compte généralement sur des données américaines, ce qui n'est pas forcément très pertinent aujourd'hui, à l'heure de la montée en puissance d'une forme d'hégémonisme américain, là particulièrement agressif, avec une convergence trumpo-muskiste, moi qui m'inquiète particulièrement. Donc là, la réponse que je ferais, c'est celle d'un pilotage conscient, qui arbitre entre les moyens et les fins, qui optimise sa diversification sur tous les secteurs. Et je pense qu'au contraire, on a les moyens de redevenir une puissance spatiale de premier rang. Il faut juste en donner les moyens budgétaires. Je sais qu'en disant ça comme ça paraît un peu incantatoire. Mais moi, je pousserais pour l'augmentation des budgets et une insertion raisonnée dans les coopérations internationales, y compris au niveau européen. Merci. Pour l'ensemble, pour la République, François Cormier-Bouligeon. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, je voudrais commencer mon propos en adressant mes chaleureuses félicitations aux deux co-rapporteurs, Corinne Vignon et Arnaud Saint-Martin, pour la très grande qualité du travail qu'ils ont accompli en auditionnant plus de 80 spécialistes de ce sujet pour rendre ce rapport sur les satellites, leurs applications militaires et les stratégies industrielles. Comme vous le soulignez dans ce rapport que j'ai lu avec passion, l'espace s'est transformé en quelques années en zone de conflictualité comme les autres, ce qui a conduit l'Alliance Atlantique, lors de son sommet à Londres en décembre 2019, à reconnaître le milieu exo-atmosphérique comme un milieu militaire opérationnel à part entière, à l'instar des milieux terrestres, aériens, maritimes et cyber. Nous observons comme vous une implication grandissante des États-Unis, de la Chine, de la Russie pour arsenaliser l'espace par le déploiement de satellites offensifs et la multiplication des manœuvres hostiles. La guerre en Ukraine a également montré avec acuité que l'usage des satellites est devenu indispensable en appui des forces conventionnelles. La France avait d'ailleurs été parmi les premiers États à prendre acte de ces évolutions, d'abord avec sa stratégie publiée en 2019, vous l'avez rappelé, puis dans la loi de programmation militaire que nous avons votée en 2023. Le renforcement des capacités spatiales est aujourd'hui un impératif pour l'armée française si elle veut pouvoir répondre souverainement aux enjeux du combat du futur. La France possède de nombreux atouts. Nous saluons le lancement d'Ariane 6 malgré quelques retards. Et puis nous avons de grands champions. Vous avez montré la constellation, mais je veux notamment saluer Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space dans le domaine du géostationnaire. Mais ce secteur évolue à vitesse grand V et les ruptures technologiques s'accélèrent. À quelques semaines du dévoilement de la nouvelle stratégie française satellitaire, je voudrais interroger notre collègue, notamment Corinne Vignon, pour savoir ce que sont, selon elle, les urgences, les priorités absolues qui s'imposent en matière de capacité militaire pour le secteur de la défense. Vous en avez déjà beaucoup dit, mais j'ai l'impression que vous en avez encore beaucoup à dire sur les mini-lanceurs, les petits satellites agiles, sur la très haute altitude. Et je voudrais juste conclure en disant que le rapporteur du budget 146, du programme 146, est lui aussi très vigilant à l'application de la loi de programmation militaire et notamment des 6 milliards que nous avons votés. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Merci, merci, chers collègues. Merci, François. Effectivement, j'ai rappelé les choses essentielles dans mes propos liminaires, qui étaient IRIS, qui remplace CSO, Céleste. Alors, Céleste, Céreste, pour que ce soit bien clair dans l'esprit de tous, c'est que ce sont les oreilles de la France. D'accord ? Les yeux, c'est CSO. Et donc, IRIS va remplacer CSO, qui sont des satellites qui sont un peu vieillissants.
Galileo, le PRS de Galileo, c'est essentiel puisque nous devons avoir un système qui soit très robuste contre les brouillages. Aujourd'hui, l'armée française utilise le GPS. Donc, il est très important de régler ce problème. Bien entendu, il va falloir voir les bandes passantes de OneWeb, puisqu'en attendant Iris-Carré, nous avons OneWeb qui va se développer, qui se développe, qui est déjà une constellation base de 600 satellites gérés par Eutelsat. Donc, il est excessivement important qu'on renforce OneWeb en attendant 2030 et l'arrivée d'Iris Square, Iris-Carré. J'ai insisté beaucoup sur les patrouilleurs parce que nous avons des objets dans l'espace absolument fantastiques, mais il faut les protéger. C'est essentiel. Donc, Yoda, qui était, je le rappelle, prévu en 2023 et qui ne sera pas dans l'espace avant 2027, c'est un démonstrateur. Ensuite, il y aura Égide, qui est prévu pour 2029-2030. Il ne faut pas oublier Toutatis. Donc, tout ça, ce sont des éléments très forts. Mais je voudrais insister sur quelques points. D'une part, les segments sol. Tout commence au sol, ne serait-ce que pour piloter les satellites. Donc, les équipements sol sont cruciaux pour la gestion de l'intelligence à bord. Donc, il faut absolument faire un effort sur les segments sol et, si possible, miniature. La très haute altitude, on en a parlé. Lorsqu'on se rappelle ce qui s'est passé à Mayotte, vous savez qu'on a utilisé Starlink, ce qui n'est pas forcément une bonne solution. Donc, nous proposons peut-être de développer les ballons comme ceux développés par TAS, ce Stratobus, des ballons stratosphériques. Sachez que 7 ballons permettent de surveiller toute la Méditerranée. Donc, il est important de développer, comme le drone Zephyr, des éléments sur la très haute altitude. Les mini-lanceurs pour les militaires m'ont quand même, nous ont dit, on aurait peut-être besoin de mini-lanceurs pour un jour devoir lancer de la métropole. Parce que, évidemment, transporter les lanceurs jusqu'en Guyane, ça prend du temps, etc., la manipulation. Donc, est-ce qu'on pourrait faire ceci? Mais si nous avons des lanceurs, des mini-lanceurs sur le territoire français, parallèlement, évidemment, la base de lancement peut être attaquable. Donc, il faudrait imaginer des bases mobiles, d'accord, sur des camions. Bon, je vais laisser la technique aux techniciens, mais enfin, voilà. Donc, il faut faire des choses, des choix stratégiques, les antennes plates, la miniaturisation, pardon. Il faut également analyser les images. Donc, vous verrez ça dans le rapport. Mais il faut analyser les images. Nous avons une quantité d'images et aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de systèmes pour les analyser. Pardon. Excusez-moi. Merci, Madame la rapporteure. Oui, rapidement, sinon... Non, pour compléter, je suis d'accord avec pas mal d'éléments qui ont été apportés par Corinne Vignon. Un peu plus sceptique sur les mini-lanceurs portatifs à déployer de façon agile par des petits camions sur le territoire français. Néanmoins, moi j'insiste sur l'observation au sol. J'en ai parlé du Space Situational Awareness. C'est très important. Et là, je pense qu'il faut aussi rationaliser les investissements. Il y a plusieurs startups, petites entreprises qui sont positionnées sur ce segment. Et c'est toujours à peu près la même logique. Il y a de l'investissement, il y a des tests, il y a des démonstrations, mais nous, ce dont on a besoin, c'est de l'opérationnel. Et j'aimerais qu'on accélère vraiment sur l'opérationnel et qu'on anticipe par moment des redondances qui étaient prévisibles. Et par moment, ça produit aussi une forme de diversification un peu irrationnelle des capacités, alors qu'on aurait pu les prévenir par une planification ajustée à des finalités correctement alignées. Et ça, c'est un point important. Donc,
passer le stade de la démo parce qu'on connaît ces technologies et les réinternaliser. Alors moi, c'est une option que je portais au sein du commandement de l'espace pour en faire une capacité critique souveraine bien contrôlée par des ingénieurs qui seraient à résidence au sein du CDE qui va bientôt être opérationnel. Merci. Aurélien Saint-Toul pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur. Merci d'abord beaucoup pour votre travail et vos 58 propositions. J'espère que le gouvernement les prendra en compte pour la construction de sa stratégie spatiale. Évidemment, vous mettez en lumière un domaine qui nous est cher à la France Insoumise et dont l'importance n'est plus à démontrer dans le domaine du renseignement, de la communication, de la dissuasion, de l'action humanitaire et de coopération. Et c'est vrai que ces dernières années, on a pu à la fois se vanter de beaux succès, mais en même temps regretter des formes de naïveté, de demi-mesure, d'abandon. Je pense au cas de OneWeb. On parle de OneWeb aujourd'hui, mais en réalité, il a fallu plusieurs années pour se décider à racheter. Il a fallu que d'abord un consortium anglo-indien se porte sur le sujet. On parlait tout à l'heure de satellite radar, mais évidemment, c'est parce que nous avions signé les accords de Schwerin et que les Allemands n'ont pas respecté les accords de Schwerin que nous nous retrouvons dépouillés sur ce secteur-là. J'ai vu tout à l'heure parler de Kinéis dans votre présentation. Bon, Kinéis, c'est un acteur il a fallu vendre les participations dans Argos, qui est pourtant un système qui fonctionne encore et qui fonctionne très bien et qui est rentable pour financer Kinéis. Donc toute une série d'abandons, de renoncements, Starlink à Mayotte, qui est le contexte. Et puis un défi très important qui est l'avenir du centre spatial guyanais, parce que le réchauffement climatique à horizon de 25 ans rendra la vie en Guyane probablement très compliquée, et un sujet sur lequel je voulais vous interpeller. Deux questions très rapidement. Quelles sont les conditions pour que Bromo, ce projet, soit acceptable réellement pour vous, en particulier Madame Vignon, puisque Arnaud Saint-Martin a quand même largement dit qu'il n'y était pas favorable. Quelles sont aussi la notion de... je voulais vous demander de préciser votre notion de fair return dans le rapport, puisque en fait, apparemment, ce n'est pas exactement, vous ne défendez pas exactement le principe du retour géographique à l'ancienne, si j'ose dire. Donc, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et puis, vous entendre tous les deux sur la proposition 34 d'un organe interministériel auprès du Premier ministre. À quoi ressemblerait cet organe s'il devait voir le jour? Merci. Madame la rapporteure. Essayer d'être rapide. Pour le projet Bromo, moi je suis persuadée quelque part que c'est nécessaire d'avoir un champion français. Vous savez la guerre qu'il y a entre ADS et TAS. Ils travaillent, vous voyez, je peux donner un exemple. On donne à TAS et à ADS le même satellite. Donc, évidemment, en termes de rentabilité, je parle de Syracuse, c'est pas optimal. Bon. Je pense que le problème du projet Bromo, c'est peut-être la montée d'OHB qui va réagir. Et d'ailleurs, on entend parler d'une possibilité d'union d'OHB et d'autres sociétés pour verticaliser la production. Donc, attention au risque. Il ne faut pas faire cette fusion si on crée, au lieu de créer une compétition ADS-TAS, qu'on crée une compétition Bromo-OHB. Donc, il faut faire très attention. Et très attention, bien évidemment, au personnel, puisque, évidemment, on va avoir des doublons, et l'idée n'est pas de voir une casse sociale invraisemblable, et surtout, je pense également aux infrastructures qui seront obligatoirement doublonnées, les salles blanches, etc. Donc, je dis attention, mais je pense qu'il faut le faire. Quant au fair return, aujourd'hui, on donne des projets à ceux qui donnent de l'argent et pas forcément à ceux qui ont la compétence. Donc, certes, en donnant de l'argent, on fait monter la compétence de nations qui ont besoin d'amplifier leur technologie. Mais pour la France, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je trouve que le fair return, c'est l'investissement, mais c'est, à mon avis, la compétence. Merci pour vos questions.
Sur le projet Bromo, alors oui, moi j'ai écouté largement aussi les organisations syndicales qui sont très inquiètes, et il y a une souffrance en ce moment, une perte de sens, désignification de l'activité qui est partagée par une bonne partie des salariés qu'il faut entendre. Et eux, lorsqu'on pose la question de cette grande consolidation, qui par ailleurs est pilotée par des banques d'affaires, américaines notamment, ce qui n'est pas sans poser de question aussi, ils ne mettent pas l'accent sur la compétition effrénée, la concurrence, la mise en concurrence en permanence des industriels, mais plutôt la coopération, la mutualisation intelligente. Et moi, je parie sur l'intelligence des industriels aussi, pour par moment savoir monter des projets ensemble. Et ce genre de stratégie a été vertueuse longtemps, et a été rendue possible aussi par les mécanismes du fair return de l'ESA. Et moi, je suis pour précisément sanctuariser ce type de financement, parce qu'il permet de garantir des formes de coopération optimales entre ces acteurs qui, par moment, peuvent fédérer leurs efforts, mutualiser leurs compétences pour produire des infrastructures qui ont du sens et qui sont correctement managées. Donc moi, j'alerte sur les dangers de ce projet qui se déploie dans la plus grande opacité. Il faut lire la presse économique pour avoir éventuellement des éléments. Et tout se fait dans les couloirs et les coulisses du pouvoir. Nous, on a eu quelques bribes, mais il a fallu y aller avec les dents pour avoir des éléments. Et ce qui est grave, parce qu'en fait, le rapport, il a été aussi sollicité, provoqué, parce qu'il y a une crise de l'industrie satellite. Et sur ces questions-là, alors que nous, on est quand même censé contrôler ces engagements publics, parce qu'il y a beaucoup d'argent public, eh bien, on n'avait presque rien. Et moi, vraiment, j'insiste sur la nécessité d'avoir un audit, mais excessivement implacable, des éventuelles conséquences de ce regroupement. Et moi, j'aurais tendance à penser que ça va être désastreux. Et dans cette hypothèse-là, il faut vraiment s'y opposer massivement. Et donc, sur Bromo et sur l'ESA, il y a une petite musique en ce moment sur là, il faut sortir de l'ESA, de cette européanisation par l'ESA qui a eu son histoire, qui a eu sa pertinence. Mais aujourd'hui, il faut être agile, souple dans les financements, etc. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, l'ESA permet de garantir une forme de planification. Alors, c'est sur 3 ans, mais ça peut être au-delà, avec des négociations qui sont parfois pénibles. Et là, je pense qu'au mois de novembre, ça va être terrible pour la prochaine ministérielle. Mais au moins, on a le temps de voir venir. On a des mécanismes qui sont connus par tous, sur lesquels abondent des gouvernements qui savent où ils vont, et avec parfois des programmes additionnels. Donc, chacun peut aussi peser sur certains types de financement qui dépassent la simple question du retour géographique. Donc moi, je pense qu'on a besoin de l'ESA. C'est un outil hyper important de la diplomatie spatiale. Le siège est à Paris, c'est pas rien. Donc moi, je pense qu'on a intérêt à le maintenir. Et après, la question, c'est la gouvernance de tous ces acteurs. Mais moi, je pense que ça serait vraiment dommage de s'en passer aujourd'hui, à l'heure de cette crise du satellite. Merci. Marie Récal pour les socialistes et apparentés. Merci, Madame la Présidente. D'abord, comme mes collègues, je voudrais saluer le travail que vous avez fait dans ce rapport, l'ensemble des rapporteurs, les 2 rapporteurs et l'ensemble des agents autour de nous et de nos administrateurs pour un rapport, on le sait et on l'a tous dit, d'une actualité criante, majeure, et je crois que ça honore notre commission d'aller dans le détail de ces sujets-là. Je voudrais vous poser 3 types de questions sur la base de vos propositions, puisqu'elles sont nombreuses et toutes très, très fouillées. D'abord, une typologie de questions autour de la LPM. Évidemment, vous y avez fait référence. Vous avez dit, chère collègue Corinne Vignon, qu'il faut aller vite. Vous avez dit qu'il faut aller respecter nos choix. Vous mentionnez que lors de vos échanges avec les industriels de la filière, ceux-ci ont considéré que les 6,4 milliards sur 6 ans étaient un plancher indispensable. C'est, me semble-t-il, une idée partagée par nous tous ici, par l'ensemble des industriels, car ça pose la question de la sincérité, véritablement, de la LPM. Dans l'hypothèse où cette LPM serait révisée, puisque nous travaillons sur un certain nombre de sujets, pensez-vous que l'effort devrait être amplifié, accéléré, et le cas échéant, quelles seraient, selon vous, les priorités qui seraient envisageables, voire souhaitables? Deuxième type de question, et je rejoins ce que disait mon collègue Aurélien Saint-Toul, qui a attiré votre attention sur l'avenir du centre spatial guyanais. Et sur la base de votre proposition numéro 29, vous recommandez de développer des moyens de lancement nouveaux, mobiles peut-être, ainsi que des capacités en métropole. C'est une logique de résilience qui est tout à fait bienvenue, qui s'inscrit dans des démarches engagées, mais ne pourrait-on pas également renforcer les infrastructures existantes qui constituent un point de faiblesse important du système français, voire européen?
Nous ne disposons que d'un seul pas de tir pour Ariane et un seul pour Vega. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à minima, doubler ces structures afin de renforcer nos capacités de lancement ou bien développer des pas de tir en Europe et quid des lanceurs aussi réutilisables. Et enfin, dernier type de question. Vous évoquez un consensus autour du principe d'une répartition entre capacité spatiale, patrimoniale, partenariale et commerciale. À ce titre, vous mentionnez un triptyque qui paraît intéressant. Quelle répartition dans ce triptyque vous paraît pertinente et quelle priorité devrait être accordée à la souveraineté dans ce triptyque? Merci. C'est votre proposition 32. Madame, Monsieur les rapporteurs. C'est 32. Merci, chers collègues. Alors, pour la LPM, que faut-il faire? Aller plus vite, amplifier ce qui a été réservé au spatial. Ça, c'est pour moi essentiel. Ce qui est très important, c'est que les 6 milliards, on tienne la ligne des 6 milliards, on les tiendra, enfin j'en suis certaine. Je suis certaine également, lorsque vous avez entendu dernièrement notre ministre des Armées, il a affirmé l'importance du spatial. Donc je crois qu'il y a, c'est très clair dans les esprits de chacun, le spatial, c'est le moment du spatial. 2025 est le moment du spatial. Pour le centre de Kourou, en Guyane, la rénovation des bâtiments, oui, elle est peut-être nécessaire. Enfin, moi, j'ai visité le centre en totalité. Oui, il y a peut-être une rénovation, mais par contre, les pas de tir, on n'a pas besoin de 2 pas de tir ou 3 pas de tir. Non, absolument pas. En plus, vu le coût que ça engendre, un pas de tir, c'est 800 millions d'euros. Il n'y a pas le besoin. Aujourd'hui, nous n'avons pas aujourd'hui le besoin de lancer 50 satellites par mois, vous voyez. Donc, du coup, si on fera une dizaine de tirs sur Ariane, a priori, on n'a pas besoin de pas de tirs supplémentaires. Merci pour vos questions. Nombreuses questions. Tu as dit quelque chose de très important, il faut partir des besoins. Vraiment partir des besoins. Et ces besoins, ils peuvent évoluer à la vitesse grand V. On voit bien qu'il y a une intensification, une diversification des usages militaires de l'espace, donc il faut savoir s'y adapter. Pas n'importe comment non plus, hein, et optimiser les ressources à budget contraint, on a bien compris. Hein. Dans le cadre d'une amplification, peut-être d'augmentation de crédit, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il faut renforcer les segments sol, on l'a dit. Hein, tu as pris l'exemple Iris-Carré, c'est excessivement important. Aujourd'hui même, moi, j'irai à la conférence SAT, c'est sur la cybersécurité des infrastructures spatiales. Là, il y a vraiment un champ à surinvestir, parce que ces plateformes, c'est bien beau de les envoyer en orbite, après, il faut les sécuriser. Et ça, c'est un investissement qui est excessivement critique et important. Les satellites deviennent des infrastructures critiques pour les armées et pas seulement, au-delà. Donc là, je pense que ça fait partie des fronts sur lesquels il va falloir lourdement investir un moment ou un autre. Alors, j'ai pas de chiffres en tête, hein, il faudra qu'on discute plus précisément. En tout cas, sur cette question-là, je pense qu'il faut apporter un élément. Sur la proposition 32, en effet, elle est très importante. J'en ai dit quelques mots de façon implicite tout à l'heure. Finalement, c'est venu de nos discussions sur comment on contractualise avec certaines start-up qui proposent des prestations de l'ordre de la démonstration. Vous verrez plus tard, il y aura un service opérationnel, mais il ne l'est pas encore. Et pour moi, c'est plus satisfaisant sur certaines gammes de produits, à tel point d'ailleurs que, s'agissant de certains produits qui sont déjà potentiellement opérationnalisables, il faut contracter, voire même internaliser ces compétences. Donc là, cette tripartition, par moment, je pense qu'elle ne doit même pas exister. C'est du patrimonial, point barre. Sur certaines capacités militaires, notamment segment sol, je l'ai évoqué, les centres des opérations. Et moi, je suis avec beaucoup d'intérêt la montée en puissance du CDE à Toulouse, qui va ouvrir ses portes bientôt. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore visité, mais toi, c'est ta circonscription, donc tu connais mieux que moi. Mais clairement, là, il faut renforcer ces capacités. Il faut aussi des ressources humaines allouées à ces services qui sont cruciaux pour le suivi de pour les opérations de nos propres satellites, mais évidemment aussi la surveillance des autres, avec lesquels on doit coexister bon an mal an dans cet espace excessivement contraint. Et sur le CSG, évidemment, il faut le renforcer.
c'est un trésor, il nous a coûté très cher depuis les années 60. Il faut l'adapter aussi aux contraintes du changement climatique. Là, il y a un enjeu. Le CNES fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là pour l'adapter, mais néanmoins, il est menacé aussi de ce point de vue-là. Moi, je ne pense pas qu'il faut construire un nouveau pas de tir. En effet, ça nous coûterait très cher et ça ne correspondrait pas forcément à nos besoins. En tout cas, il faut déjà le sécuriser. Ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été déjà tellement difficile d'identifier les besoins et d'opérationnaliser un port spatial en Guyane. Alors ailleurs, ça va nous coûter très cher. Et puis, il ne sera pas opérationnel demain. Donc je pense que là, on a déjà une belle infrastructure qui est idéalement située sur le plan géographique. Protégeons-la et par moment, ouvrons à des partenaires, c'est déjà le cas avec l'ESA, pour faire en sorte que cette infrastructure soit à la fois utile et durablement utilisable. Merci. La parole est maintenant à Jean-Louis Thiriot pour la droite républicaine. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues, pour cette présentation sur le spatial qui, pour notre pays, est à la fois un enjeu technologique et industriel majeur et évidemment un enjeu stratégique majeur en termes de sécurité et de souveraineté. J'aurais souhaité vous interroger d'abord pour savoir si vous avez fait un benchmark ou une analyse des capacités qui sont les nôtres et que nous serions capables d'acquérir par rapport à notre dépendance américaine. Vous vous rappelez de l'intervention de notre ambassadeur à l'OTAN, l'ambassadeur Vach, qui avait très justement souligné que l'OTAN nous apportait les fameux enablers, et dans ces enablers, le spatial était absolument crucial. Donc, dans ce domaine-là, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce que nous pouvons acquérir? Ce qui me permet de poser une question technique derrière. On sait que la capacité satellite radar, aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Est-ce que vous pensez satellite radar par rapport à une cartographie opérationnelle ou par rapport à l'alerte avancée? Et si c'est ça, qu'est-ce qui peut être fait? Enfin, dernier point, puisqu'on est vraiment à la charnière entre le stratégique et l'économique, est-ce que dans vos analyses, vous avez été amené à examiner le paysage des différents fonds de VC et des startups qui auraient du mal à se financer? On sait très bien que c'est une difficulté globale pour l'écosystème défense. Là, c'est un peu différent parce qu'on est très souvent sur du dual. Donc, j'aurais souhaité savoir ce que vous aviez pu noter. Merci à vous. Merci beaucoup, chers collègues et monsieur le ministre. D'abord, au niveau du benchmark, non. Je vous le dis, Claire, on n'a pas eu le temps de faire un benchmark sur l'analyse de nos capacités, mais nous avons effectivement, dans les auditions, on n'a pas un benchmark extrêmement précis, on a une analyse capacitaire, et d'ailleurs dans le rapport on le voit très clairement, on voit ce qui nous manque, on parlait du sol, on parlait des radars, donc ça, vous l'aurez sans aucun problème dans le rapport. Alors, par rapport aux satellites radars, oui, c'est l'alerte avancée qui nous manque. C'est et radar et infrarouge. Exactement. C'est essentiel, essentiel. Pour les startups, j'essaie d'aller plus rapidement parce que je sais qu'on n'y arrivera pas. Pour les startups, on a vu l'Alliance New Space. Effectivement, il y a la difficulté. Au départ, ils ont des subventions par France 2030 ou autres. Et ensuite, la deuxième partie, lorsqu'on arrive déjà au démonstrateur et pouvoir le lancer, là, c'est là que ça se complique. Donc, justement, nous demandons absolument à ce qu'il y ait une analyse des startups qui ont reçu de l'argent grâce à France 2030, savoir où on en est. Et ensuite, s'il y a un plan France 2030 numéro 2, la deuxième partie, eh bien, il va falloir qu'on donne ces subventions, à mon avis, aux personnes qui sont prêtes à sortir leurs produits. Et pas qu'on n'essaie pas de développer. Alors, la R&D est importante, mais il est
il ne faut pas partir dans tous les sens. Je crois que là, grâce à ce rapport, nous avons défini les priorités. Donc, il faut mettre l'argent là où on a les besoins, de mon point de vue. Que je partage. Merci pour vos questions, Monsieur le Ministre. Sur le benchmark, on ne l'a pas rigoureusement fait. Néanmoins, il est implicite, en fait. Et évidemment, on sait qu'on a des grosses fragilités sur l'imagerie terrestre, optique notamment. On est largement dépendant de prestataires américains, déjà du gouvernement américain, notamment privés, ils sont connus, y compris sur le front des startups, qui ont beaucoup profité de financements fédéraux. Je pense à Planet Labs, à Spire Global, des boîtes de ce type-là, qui sont en fait pas hyper rentables encore aujourd'hui. Donc il y a un fantasme en Europe des startups américaines qui seraient aujourd'hui au top de leur forme économique, mais en fait c'est pas du tout le cas. Elles ont un mal fou à être soutenables économiquement. Et ça me permettra de préciser ma réponse sur les VC. Donc sur l'imagerie, on est vraiment dépendant et c'est un problème. Le radar, tu l'as évoqué, Corinne, et évidemment aussi, et ça c'est un problème. J'ai aussi évoqué le SSA, ça aussi c'est un problème. Si on n'est pas autonome pour regarder ce qui se passe au-dessus de nous, comment pouvoir peser à un moment donné dans l'objectivation des problèmes, et ne serait-ce qu'attribuer quand il y a un mouvement potentiellement hostile en orbite. Donc ça, c'est les fronts sur lesquels on doit investir, à mon avis, et on ne va même pas parler des lanceurs. Sur le capital risque, oui, ça c'est un serpent de mer en Europe. On le sait, qu'il y a un fantasme du financement privé plus ou moins spéculatif. Certains aimeraient que ce soit comme dans la Silicon Valley, mais en fait, pas du tout. Et les guichets sont globalement publics, avec des acteurs très identifiés, auprès desquels vont presser les entrepreneurs, qui laissent à croire qu'un jour peut-être, au-delà de l'amorçage public, il y aura peut-être des financements en série A, B, C, pour monter en puissance, et peut-être plus tard créer des entreprises. Mais là aussi, je pense qu'il faut envisager les choses de façon assez rationnelle. On n'a pas d'écosystème d'industrie financière qui correspond en fait à ces business tels qu'ils sont structurés aux États-Unis. Je pense qu'il faut rationaliser plutôt la dépense publique et enjoindre les entrepreneurs par moment à répondre à la commande. Parce que là, j'ai évoqué la démo. On pourrait faire aussi une analyse très critique de la dépense qui, à un moment donné, a été faite dans certains secteurs. Moi, j'ai parlé des micro-lanceurs. Enfin, on n'a pas beaucoup parlé des micro-lanceurs. Moi, je suis très critique de ce segment, et depuis longtemps. On aurait pu anticiper des échecs. Et là, il va y avoir, je pense, à un moment donné, une consolidation. Et les mêmes acteurs qui investissaient ce créneau disaient, vous allez voir, du capital risque va nous tomber dessus. Il n'est jamais arrivé, ou très peu. Et je pense que là, il y a peut-être une réflexion à avoir, proprement politique, sur les modes de financement de la technoscience militaire en France, et une rupture par rapport à des mésinterprétations de comment ça pourrait fonctionner dans un cadre qui est en fait pas du tout le nôtre. Voilà. Donc je vous réponds un peu de façon latérale, mais là, je pense qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes, y compris politiquement, pour mettre à distance des modèles culturels qui ne sont pas du tout les nôtres en termes de financement de la recherche militaire. Merci. La parole est à Geneviève Darrieussecq pour les démocrates. Merci, Madame la... merci, chers collègues, pour votre rapport. Le contenu est très dense, quelquefois très technique. Et moi, je veux juste rappeler que, en définitive, il faut que nous arrivions à faire passer cette idée chez nos concitoyens que le bon usage des satellites, le bon usage de l'espace, c'est en fait leur vie quotidienne. Et ça, c'est un vrai sujet parce que ce n'est pas toujours compris. Et quelquefois, les milliards qui sont annoncés dans certaines filières, on ne comprend pas quel est l'intérêt vital que l'on a. Et aujourd'hui, dans les communications, c'est un intérêt vital. Pour nos armées, oui, en 2019, l'armée de l'air est devenue l'armée de l'air et de l'espace. Et on a toute cette stratégie qui est mise en œuvre. C'est pas si vieux que ça, quand même. Et vous avez beaucoup parlé de la concurrence et des Américains. Mais moi, j'ai beaucoup entendu parler dans l'armée de l'air et de l'espace des Chinois et des Russes. Je ne vous ai pas beaucoup entendu parler des Chinois et des Russes. Et je voudrais savoir quel est justement... on a besoin de notre souveraineté, bien sûr, mais par rapport à et notamment la Chine, ces pays qui sont bien plus grands et en population et en moyens que les nôtres, comment pouvons-nous, ne pourrons pas seuls nous défendre, assurer notre résilience
Donc c'est une vraie stratégie qu'il faut mettre en œuvre et je crois que est-ce qu'elle peut être faite à l'échelle de notre pays ou est-ce qu'elle doit être faite à l'échelle européenne, ce qui me semble quand même par rapport aux attaques de ces pays. Et dernière chose, vous avez parlé, et je suis très sensible, de la gestion des déchets. C'est pour moi un facteur d'accident potentiel à répétition qui va vraiment mettre en péril tout le système. Vous parlez de respecter, de faire une espèce de charte de droit international, et est-ce que cela est possible à l'heure où plus aucun accord international n'est respecté et où en définitive c'est au plus fort la guirlande, celui qui a envie de faire ce qu'il a envie de faire le fait. Donc comment pouvons-nous, dans ce sujet-là, qui est un sujet stratégique, y compris pour nos concitoyens, faire en sorte de mettre en place un droit international qu'on pourrait respecter? Alors, moi, voilà, je vais être très très rapide afin que mon collègue puisse parler des débris, parce que je veux dire, c'est un sujet qu'il connaît particulièrement bien, puisqu'il a travaillé, il est au CNRS, ça fait 18 ans, combien d'années que tu travailles sur le spatial? 15 ans. 15 ans, donc très spécialiste de toutes ces affaires, sociologue à la base. Non, parfait. Alors, très rapidement, sur les Russes et les Chinois, bien sûr, constellation Gowang qui va se développer, qui va nous faire une multitude, je ne sais plus, 6 000, 7 000, 8 000 satellites. Il prévoit des constellations énormes. Et il y a effectivement des tas de projets. Sur les Russes et les Chinois, de toute façon, les menaces que l'on a au niveau géostationnaire est énorme, puisque les patrouilleurs russes et chinois cartographient les radars sol et ils absorbent toutes les infos. Donc on avait le butineur Luch Olympe, qu'on connaît tous, qui espionne Athéna Fidius. Parallèlement, en Léo, nous avons le problème des satellites russes Cosmos, qui développent et qui sortent des petites poupées russes, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui rentrent. On ne sait pas trop à quoi elles servent, mais en tout cas, on l'imagine, on n'est pas complètement stupide, mais ils sont en tout cas largement capables de brouillage électromagnétique, et Cérès, par exemple, peut être brouillé. D'où l'importance de nos patrouilleurs. J'insiste toujours sur ce fait, c'est ce qu'il faut faire en premier. Je te débris. Entre autres, le point était important sur les infrastructures critiques. En effet, les usages sont aujourd'hui banalisés du spatial tellement qu'on ne le voit plus dans nos smartphones, etc. Notre usage de la météo, du GPS, on est radicalement dépendant et on se rend toujours plus dépendant du spatial, ce qui est quand même la grande problématique. Donc on doit surinvestir aussi la sécurisation de ces infrastructures parce qu'elles sont devenues banalement critiques. Et ça, c'est un point crucial. Je parlais de cybersécurisation des plateformes. Sur la Chine, en effet, on l'a abordé. En fait, on a auditionné des spécialistes du spatial commercial chinois. Et en soi, c'était intéressant. Une collègue qui soutient sa thèse bientôt sur ces questions. Et là, il y a une prolifération de projets sur le simple front des méga-constellations qui est impressionnant. Aussi sur les lanceurs, qui sont de plus en plus lourds. Et Longue Marche 9, notamment, qui a des visées d'exploration lunaire et pourquoi pas martien. Et là, il y a un programme extrêmement bien doté, robuste, qui s'ouvre à la coopération. Et là, on est un petit peu au milieu du gué, avec des coopérations qui pourraient être menées avec la Chine, qui sont déjà le cas. Le CNES a des manips avec la Chine, une manip plutôt scientifique. Et là, ça pose la question de nous, comment on se positionne dans ce club des puissances spatiales, qui est en cours de réflexion, avec des alliances qui étaient naturelles et banales jusqu'à présent. Je pense notamment aux États-Unis. Et là, on s'est vraiment mis en difficulté. C'est pas du tout la mission, peut-être la prochaine, sur Artemis par exemple. On a investi beaucoup d'argent. C'est des centaines de millions d'euros qu'on a investi dans Artemis. Et là, il est question de tout couper. Ça pose quand même des questions. À un moment donné, on s'est rendu aussi dépendant de certains types de coopération. Donc là, il va falloir les diversifier.
et les anticiper dans le temps long des coopérations, parce qu'un projet spatial, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On le voit bien avec les projets lunaires, et c'est aussi les projets de constellation. Donc là, j'invite à une réflexion un peu lucide dans le cadre de la stratégie spatiale nationale sur le plan de ces reconfigurations des coopérations internationales. Et je pense que la France est optimalement placée. On sait collaborer avec tout le monde. Un peu moins avec les Russes aujourd'hui, mais il y a une longue tradition franco-soviétique en l'occurrence. Et sur la question des déchets qui est fondamentale, et là j'ai 3 secondes pour en parler, mais en fait c'est un sujet, ça fait depuis 10 ans que je travaille là-dessus, mais c'est vraiment, pour moi c'est un sujet qui est important. L'hypothèse que je faisais il y a 10 ans au CNES d'un collapse général du spatial, ça paraissait de la science-fiction un peu gratuite. En fait, pas du tout. Je me rappelle, là, je prends juste cet exemple. Au Congrès d'astronautique internationale de Paris en 2022, j'ai assisté à une conférence de Donald Kessler, le fameux Kessler, qui était en visio à distance. C'est un vieux monsieur de la NASA, enfin encore en poste. Et lui disait de façon très lucide que c'est une hypothèse plus que crédible. Et en face de lui, il y avait 200 personnes qui disaient on continue à déployer. Et vous allez voir, tout va bien se passer. On va moraliser les entrepreneurs qui savent qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que tout se dégrade. Mais en vérité, là, il y a un problème proprement technique, matériel, physique, d'occupation durable de l'espace. Et la réponse qui, pour l'instant, est apportée à la fois par les entrepreneurs qui, eux, ont intérêt à toujours plus déployer, mais aussi les agences qui encouragent le déploiement. Alors, vertueux avec Iris Carré, c'est seulement 300 satellites. Mais il y a 10 ans, une constellation de 300 satellites, tout le monde se serait alerté. Aujourd'hui, ça paraît presque sobre. Et ça pose quand même une question. Et aujourd'hui, quand on voit les plans avec des constellations de papier, elles ne sont pas encore envoyées, mais c'est plusieurs centaines de milliers de satellites. C'est pas possible. Et là vraiment, je parlais de menaces existentielles, c'est le cas. Et si on n'agit pas de façon un peu rigoureuse et contraignante dans les années à venir, tout va se dégrader. Les collisions commencent à survenir dans certaines orbites, notamment à 800 km, c'est déjà le cas, le syndrome Kessler. Ça va être toujours plus bas, et toujours plus bas, on a des missions satellites scientifiques, technologiques super importantes, de télécom aussi. On a la Station spatiale internationale, qui est un gros déchet, qui va bientôt redescendre. Et là, c'est une question vitale d'occupation. Et je trouve que pour l'instant, la réponse des pouvoirs publics est timide. Donc il faut réinvestir la diplomatie spatiale multilatérale. Il y a des arènes pour le faire. C'est le COPIOS, c'est le Bureau des affaires spatiales. Il y a des diplomates qui ne demandent qu'à ça, travailler sur un traité. Et là, il faut juste donner de la force politique à ce travail. Mais est-ce qu'il y a des solutions technologiques ? Vraiment ? Alors, il y a des solutions techniques, mais elles relèvent du technosolutionnisme. Quand on dit gérer, en fait, on gère rien du tout. On observe, on optimise des stratégies d'évitement, des manœuvres d'évitement entre satellites. Donc on évite des collisions et les satellites Starlink le font en permanence et beaucoup. La station spatiale aussi manœuvre pour éviter des débris. Elle a déjà pris quelques coups sur des panneaux solaires, sur des morceaux de modules, etc. Donc ça, c'est l'environnement actuel en 2025. Et vous imaginez bien qu'à horizon 2030, le moment où Iris Carré sera peut-être opérationnel, ça sera encore plus dégradé. On a assisté à la simulation de guerre spatiale Astérix la dernière fois à Toulouse. Moi, c'est l'hypothèse que j'ai mise sur la table. J'étais un peu rabat-joie. Je dis alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et j'étais quand même, c'était quand même une bonne nouvelle de voir que la question maintenant est prise au sérieux, y compris politiquement au plus haut niveau. Et j'espère que que la stratégie spatiale nationale portera des mesures et une ambition en la matière. Parce que là, on joue tous très gros à ce niveau-là. Merci. La parole est à Lise Magnier pour Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente. Je tiens évidemment à mon tour à remercier nos rapporteurs pour ce rapport sur les satellites militaires particulièrement intéressant compte tenu de notre actualité. Ces satellites sont bien sûr d'une importance capitale, permettant aux États et à leurs armées d'observer, de détecter, de communiquer, et donc d'être mieux préparés aux menaces adverses. Mais vous l'avez dit, à l'heure actuelle, 75% des satellites actifs seraient sous pavillon américain. La Chine et la Russie se hissent sur les 2 autres marches du podium. Il est donc difficile de considérer cette situation comme rassurante, et la rivalité stratégique s'élève à un tel niveau d'intensité que les satellites peuvent désormais être directement eux-mêmes menacés de destruction. Vous l'avez d'ailleurs souligné, il est donc indispensable de les sécuriser directement. Et ainsi, par exemple, le satellite patrouilleur Yoda, dont vous avez parlé, chargé de surveiller l'environnement des satellites les plus sensibles et de réagir en cas d'approche étrangère suspecte, prouve que la France reste dans le jeu de la conquête spatiale.
Sur cette question de la protection de nos satellites, monsieur le rapporteur, vous l'avez rapidement abordé dans vos propos. Votre proposition numéro 57 suggère l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de réaffirmer l'usage pacifique de l'espace. Pouvez-vous nous préciser si cette proposition vous semble aujourd'hui partagée par nos partenaires au regard du climat géopolitique actuel et, vous l'avez dit, du caractère particulièrement concurrentiel de ce secteur entre États, et selon vous, sous quel délai cela devrait-il être mis en place? Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très bonne question. J'insiste parce que, en fait, oui, aujourd'hui, il y a une espèce de banalisation de l'idée que la militarisation serait l'horizon indépassable de l'occupation de l'espace, l'arsenalisation encore plus, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. C'était une espèce de... Ouais, on le mettait sur la table, mais sans plus, et on savait que potentiellement on déployait. Mais là, ça fait partie non seulement des développements en cours, mais qui sont jugés désirables par toutes les puissances spatiales. Ce qui est quand même une autre façon de voir le futur de l'occupation de l'espace. Il se trouve que nous avons un traité de 67, qui est encore en vigueur, qui est très précis, et qui proscrit par exemple le déploiement d'armes de destruction massive nucléaire. Sachant que ça a été fait avant. C'est pour ça qu'ils l'ont élaboré dans ce sens-là. Et ils l'ont... Enfin, quand je dis ils, c'est l'URSS et les USA. À l'époque, quand ils se sont mis autour de la table, au cœur de la guerre froide, on a été capable d'affirmer un usage pacifique de l'espace, ce qui est quand même pas rien. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui on pourrait pas le faire. Et là, c'est aussi une question d'ambition politique, diplomatique, que de peser sur cette question-là, plutôt que d'accréditer l'idée que l'escalade en matière capacitaire dans l'espace, avec des moyens toujours plus offensifs, et l'alpha et l'oméga du futur de l'espace, on pourrait réaffirmer cette pacification qui, pour moi, est fondamentale. Ce qui nécessite néanmoins de s'équiper d'un point de vue militaire pour peser dans les négociations. Sinon, on sera de vulgaires observateurs à distance de ces questions. Mais moi, je pense que là, il y a un enjeu à le faire vite. Il y a déjà des travaux, par exemple, au COPUOS, donc le comité sur les usages pacifiques de l'espace, au sein de l'ONU, sur la ressource spatiale, ce qui est une autre question, l'accaparement, etc. Pas simplement le régolithe, les fréquences. Il y a un travail normatif, juridique qui est réalisé, et la France prend toute sa part. Moi, j'échange avec les juristes qui représentent la France, ils font un très beau travail pour affirmer un non-alignement diplomatique vis-à-vis de cette escalade particulièrement inquiétante. Et je pense que là, il faut accélérer dans ce domaine-là. La France pourrait être... fer de lance de ce travail normatif. Moi, en tout cas, j'y encourage à ma modeste position de député, d'astrodéputé. Et je pense que là où il y a un enjeu, et merci de l'avoir souligné. Merci beaucoup. La parole est à Bernard Schex pour UDR. Merci Madame la Présidente. Chers collègues rapporteurs, comme le souligne parfaitement le rapport, le conflit en Ukraine a révélé l'importance capitale des capacités spatiales dans la guerre moderne. Aujourd'hui, le système de communication des Ukrainiens repose essentiellement sur le géant américain Starlink. Son réseau de 7000 satellites en orbite basse permet à l'Ukraine de piloter ses drones et ses missiles et de sécuriser ses communications dans les zones sinistrées. Plus important encore, la constellation Starshield appartenant à Starlink est composée de satellites dits espions, permet à l'armée ukrainienne de bénéficier d'une observation militaire plus précise et en temps réel des mouvements des troupes ennemies. C'est donc le puissant déploiement des satellites en orbite basse et des 42 000 terminaux couplés à des capacités supérieures d'observation qui font de Starlink un acteur incontournable du conflit. Votre rapport souligne, bien que la France accuse un retard en la matière, ayant fondé son modèle sur les satellites en orbite haute, ceux-ci sont moins adaptés aux usages militaires avec une latence importante et une vulnérabilité face aux interférences. L'urgence est donc de rattraper ce retard et d'acquérir des capacités de renseignement, mais surtout d'observation militaire qui soient plus sécurisées, précises et résistantes au brouillage. Dans ce contexte, le programme européen Iris-Carré, visant à constituer une constellation en orbite basse, s'avère fondamental pour notre souveraineté spatiale. Son budget initialement de 2,4 milliards d'euros a été porté à 10,6 milliards d'euros. Malgré cette augmentation, vous estimez que les moyens financiers d'Iris-Carré ne lui permettront pas d'atteindre une capacité d'observation militaire comparable à celle de Starfield. Ma question porte donc sur la proposition 36 de votre rapport.
Selon vous, quel budget supplémentaire serait nécessaire pour que le système Iris-Carré atteigne le même niveau d'excellence que la constellation Starfield en matière d'observation militaire? Je vous remercie. Merci. La parole est au rapporteur. Pardon. Merci, chers collègues, pour cette question quand même relativement technique. Voyez-vous, c'est-à-dire que là, les montants, connaître les montants financiers qui permettraient d'accélérer Iris-Carré me paraît compliqué. Alors, sur Iris Square, la vraie difficulté, c'est que techniquement, le produit est terriblement complexe. Et donc ce retard vient en partie de là. D'autre part, nous avons les acteurs qui, pour l'instant, ne sont pas alignés. Ça, c'est une chose. Je crois que Iris-Carré, quand on dit 2030, alors personnellement, hein, j'espère, mais je ne crois pas que ça arrive en 2030. Enfin, en tout cas, je doute. Vu la technicité, la complexité, on a parlé suffisamment avec TAS et ADS de ce sujet pour vous dire que ça a mis du temps et que 2030, pour moi, est un objectif, mais j'ai bien peur qu'on soit plus proche du 2031 ou 2032. Donc, mon point est surtout d'insister sur OneWeb. OneWeb a 600 satellites en basse orbite, enfin en LEO, 600 satellites à peu près. Il y a un projet de 300 supplémentaires. Et à partir de là, nous aurons au moins une constellation en orbite basse qui nous permette d'avoir un délai de latence nettement supérieur et au moins d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la planète. Ensuite, Iris Square doit-il être lancé et être reconfigurable en orbite? Ça peut être une solution. C'est-à-dire que pour tenir 2030, on le lance et ensuite, il y aura des améliorations apportées dans le temps sur ces satellites. Oui, la question elle est importante parce que déjà, je ne suis pas sûr qu'on puisse concurrencer Starlink et Starshield encore moins. Et d'ailleurs, sur les spécifications techniques de Starshield, on n'a pas grand-chose. Hein. Pour en avoir discuté avec des gens qui sont censés faire de l'intelligence économique et qui pourraient disposer d'informations, en fait, on ne sait pas trop. Hein. Les capteurs, quel type d'usage. On voit à peu près les utilisateurs, c'est le NRO, c'est le Pentagone, et qui investit lourdement dans cette constellation. Et on en a appris l'existence par la presse économique, par des leaks. Hein. C'est ça aussi, hein. Quand on travaille sur le spatial, parfois c'est un peu frustrant. Et il faut lire le Financial Times pour avoir des éléments. Et c'était presque 2 milliards de dollars hein, investis et on n'en avait pas vraiment la source. Donc je ne pense pas que ce soit un système qu'on puisse concurrencer. Et puis par ailleurs, il est vraiment pas vertueux, que ce soit Starshield et Starlink. Là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pour reboucler encore avec les déchets, mais parce que c'est important. Sur les 7500 satellites Starlink aujourd'hui en orbite, en travail, on estime que 8 à 10% ne sont pas fonctionnels. Donc c'est quand même navrant. 700, 800 satellites ne marchent pas, quoi. Ils sont commandés, on sait où ils sont, potentiellement les opérateurs sauront les désorbiter à temps, mais en fait, ils ne servent à rien, quoi. Donc là, il y a tout un modèle industriel aussi à repenser, et sans doute que la constellation Iris-Carré est complexe à mettre en œuvre, notamment parce qu'elle est sur plusieurs plans orbitaux, parce qu'il n'y a pas que de l'orbite basse. Il y a du MEO, du GEO, il faut coordonner les systèmes. Et nous, on a essayé d'avoir des détails techniques hein, sur comment va fonctionner Iris-Carré, comment on pourrait en moduler la spécification pour qu'elle corresponde à des besoins militaires opérationnels. Pour l'instant, on ne sait pas trop et on n'a pas accès à ces données. C'est grave. Hein. Mais je pense que là, en effet, il faut accélérer. Et entre-temps, c'est un peu comme avec Ariane 6, on a un trou capacitaire potentiellement sur le front des mégaconstellations. Est-ce qu'on peut tirer parti de OneWeb? Sans doute, peut-être. Hein. Mais moi, j'alerte quand même sur ces 300 satellites à envoyer. La question, c'est qui va les envoyer? Ça ne sera peut-être pas forcément Ariane 6, je le dis comme ça. Ce sera sans doute Elon Musk, encore. Et donc là, on va devoir peut-être contracter des lancements encore vers Cap Canaveral.
et nous exposer encore au comportement erratique du patron de SpaceX, et ce qui quand même pose une question encore de souveraineté assez importante. Et je mets ça de côté. Merci beaucoup. Les orateurs de groupe se sont exprimés. Il nous reste 6 questions. Donc, nous commençons par Pascal Genft. Merci Madame la Présidente. Madame, Monsieur le rapporteur, alors ça vient d'être à peu près évoqué, mais je vais revenir dessus. Votre travail le démontre. Les satellites sont des acteurs clés de l'efficacité des stratégies militaires. Une communication rapide et sécurisée donne un avantage certain. Les constellations de connectivité en orbite basse rendent possible cette communication rapide. Le problème étant que l'orbite basse est de plus en plus occupée, tant par les constellations de satellites que par des débris, ce qui en induit des risques de collision et d'interférence. Sans règles déterminées de partage de cet espace, les premiers arrivés ont une place assurée, ce qui n'est malheureusement pas notre cas. Au vu de l'importance capitale de disposer d'une constellation d'orbite basse, le temps presse. D'après les éléments présentés dans votre rapport, quelle stratégie industrielle devons-nous adopter pour être en mesure de lancer une constellation en orbite basse dans les meilleurs délais? Je vous remercie. Merci beaucoup. Abdelkader Lamar, s'il vous plaît. Madame et Monsieur les rapporteurs, merci pour votre présentation. Vous évoquez assez longuement le plan France 2030 dans le rapport et en soulignez les insuffisances, voire peut-être le gaspillage d'argent public. Le volet spatial du plan France 2030 était doté d'1,5 milliard d'euros pour rattraper le retard dans les secteurs émergents du spatial, notamment dans le domaine des mini-lanceurs, des satellites de petite taille et dans le support à la structuration d'un écosystème de start-up. Finalement, vous faites un bilan très contrasté de l'utilisation de l'argent public. À la lecture du rapport, on a l'impression que personne n'est réellement satisfait de l'allocation des fonds, mis à part peut-être les start-up. Vous expliquez vous-même que les fonds ont été fragmentés, notamment sur 4 différents projets de mini-lanceurs, ce qui a conduit sans doute à un retard technologique de la France sur ce sujet. Vous appelez donc à ne soutenir qu'un seul projet de mini-lanceur, lequel et pourquoi ? Du côté des start-up, on a l'impression que ce sont les seules véritables gagnantes du volet spatial du plan France 2030. Elles ont largement bénéficié des appels d'offres compétitifs développés par le gouvernement. Selon chacun de vous, est-ce que la stratégie d'abonder les start-up a été payante? Savez-vous ce que sont devenues les start-up financées par cet argent public? Que pouvez-vous nous dire sur la structuration des start-up dans l'écosystème du spatial actuel? Merci. Merci. Et Michel Martinez. Je crois que c'est ça, oui. Merci Madame la Présidente, chers collègues. La phase 4 de l'exercice Orion a révélé une faille capacitaire majeure dans le satellitaire. Selon le retexte qui nous a été livré au sein de cette commission par le général Métayer, il faudrait multiplier par 20 les flux satellitaires pour répondre aux besoins opérationnels de nos armées en cas d'engagement majeur. Concrètement, si certaines phases de l'exercice, face au manque de données de localisation, nos militaires ont dû avoir recours aux cartes d'état-major en format papier. Votre rapport identifie fort justement les raisons à conduire dans le domaine du satellitaire. Sur ce point précis, des flux de données et de leur multiplication, outre le développement de nouvelles capacités que vous avez évoquées, savez-vous comment les différents acteurs du secteur s'adaptent pour répondre à ce besoin opérationnel crucial en cas d'engagement majeur? Je vous remercie. Madame, Monsieur les rapporteurs, je vous laisse répondre déjà à cette salve de questions. Alors, on a 2 minutes par question. Il reste encore 4 questions. Il y a une question qui s'est rajoutée. Donc voilà. Alors, je vais répondre à notre collègue sur France 2030. Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu de gaspillage. Ce n'est pas une question de gaspillage. C'est une question, vous savez, pour faire naître des start-up, il faut... on plante, on arrose et on voit ce qui pousse. C'est un peu ça. Alors évidemment, les start-up prennent un risque élevé. Elles peuvent mourir. C'est la difficulté. Mais c'est ce qui a permis France 2030, et d'ailleurs l'Alliance New Space nous l'a dit très clairement, c'est ce qui a permis de faire naître des capacités inventives. Ce sont souvent des gens qui étaient au CNES ou qui souhaitaient aller au CNES qui ont créé des start-up, d'ailleurs qui se sont adjoints les services de personnes d'ADS, de TAS, etc.,
plus seniors. Et donc, la question pour moi, c'est pas ce qu'on a fait, c'est maintenant le résultat de ce qu'on a fait. Et donc, il va falloir faire un choix pour la deuxième partie et l'engagement des finances en deuxième partie. Et donc là, il faut faire des choix millimétriques. De mon point de vue, c'est ça. Et sur les formats papier, carte, justement, on a parlé à pas mal de militaires qui nous ont dit que, justement, ils sont en train de s'entraîner, les ADRM d'ailleurs, s'entraînent au cas où il y ait un blackout total. Et donc, ils sont toujours en train d'inventer et de trouver des systèmes pour communiquer, et même dans des situations extrêmement difficiles, style sous-marin, etc., parce que normalement, vous devez remonter à la surface pour voir où vous êtes. Enfin, il y a un certain nombre de difficultés, mais ils s'entraînent et ne lâchent pas l'affaire sur un éventuel blackout. Merci pour ces questions. Je vais en fait ramasser dans une réponse les trois questions. Je vais essayer. Sur le modèle industriel, la stratégie industrielle, c'est quand même le titre de la mission. Moi, je pense qu'il y a des mots-clés, il y a des stratégies à déployer. C'est la question du pilotage clair, avec des acteurs très identifiés dans le temps long, de la programmation de missions, de programmes, etc. C'est la planification et la synchronisation des activités. Et ça, il y a des méthodes qui existent. C'est pas comme si on réinvente. Là, on réinvente la roue. On sait faire du management de projet spatial. C'est aussi clarifier les rôles entre les acteurs. Parfois, ils se marchent sur les pieds entre les industriels, les donneurs d'ordre gouvernementaux, les politiques qui, à un moment donné, pilotent. Il y a la question du pilotage ministériel aussi, du spatial. Bon, c'est un peu latéral, on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais je pense que là, il y a quelques méthodes qu'on peut parfaitement déployer, éviter les redondances, et surtout contrôler pas à pas comment on avance et comment, par moment, on peut réajuster quand ça ne va pas forcément dans la bonne direction. Et puis après, anticiper des usages qui pourraient être faits des ressources qui ne soient pas optimaux. Là, sur les startups, moi, je confie ma grande perplexité. Là, quand tu disais on sait, mais puis on regarde si ça pousse. Moi, ça me pose pas de problème quand c'est de l'argent privé. Voilà, quand c'est de la finance, c'est business angels qui mettent de l'argent et qui crament $100 000. Et puis si ça ne marche pas, tant pis, j'ai suffisamment d'argent au compte en banque. Là, on parle d'argent public, d'opérateurs publics qui, à un moment donné, font des choix ajustés à des besoins qui doivent être identifiés, des besoins opérationnels notamment. Et là, je pense qu'il faut siffler la fin de la récré, si je devais le dire comme ça. Il y a eu une espèce de mode entretenu par le pouvoir politique par ailleurs. C'était le bon vieux temps de la Startup Nation, qui est peut-être un peu révolu, j'en sais rien, et on en revient peut-être. Et on a auditionné l'Alliance New Space, dont les premières assises étaient à la station F. Je veux dire, c'était quand même un décorum particulier pour annoncer une politique publique de soutien à l'innovation. Je pense que là, c'est le temps de l'évaluation, et qui nous appartient aussi de faire de l'évaluation des politiques publiques. Et je pense que par moment, on a saupoudré n'importe comment. Et j'aurais plein d'exemples, mais j'ai plus le temps de répondre, donc on en parlera plus tard. Merci. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur. Merci Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs. Dans la mythologie grecque, c'est Atlas qui portait le ciel sur ses épaules, garant de l'équilibre du monde. Aujourd'hui, cette voûte céleste s'est considérablement encombrée au point que l'on peut se demander si les épaules d'Atlas seraient encore assez solides face à la saturation croissante de l'orbite basse, menacée à la fois par la prolifération des débris et d'autre part par le développement rapide des capacités anti-satellites. Le rapport établit clairement ce constat préoccupant et je remercie, comme l'ont fait de nombreux collègues, les rapporteurs pour la qualité du travail qu'ils ont mené. C'est assez remarquable. Ce rapport, il souligne l'utilité des initiatives de surveillance, les premiers pas vers une gestion active des débris et évoque à juste titre la possibilité d'une convention internationale sur l'usage durable de l'espace. Ces orientations sont plus que bienvenues et ça a été évoqué. Mais une question demeure. Comment transformer ces intentions en engagements concrets et partagés ? Car ce que l'espace a de spécifique, c'est qu'il n'appartient à personne et pourtant engage la responsabilité de tous. Donc au-delà du souhait que la France prenne un rôle moteur dans ces sujets, pouvez-vous nous dire l'état de l'art dans ces discussions internationales ? Vous avez évoqué le fait que la guerre froide a permis, alors que c'était quand même particulièrement complexe de faire émerger un droit positif. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Merci. Stéphanie Galzi.
Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Depuis la naissance de la stratégie de défense spatiale en 2019, notre pays a structuré un projet ambitieux, incarné par l'ouverture prochaine à Toulouse du commandement de l'espace. Dans ce cadre, les satellites sont devenus des outils clés pour nos opérations militaires. Mais cette montée en puissance s'inscrit dans un écosystème profondément transformé par l'émergence du New Space. Si cette dynamique offre des opportunités technologiques majeures, elle soulève aussi une question stratégique de premier ordre, celle de la dépendance croissante de nos armées à des acteurs privés, souvent étrangers, et susceptibles de faire peser des logiques économiques, voire politiques, sur la conduite même de nos opérations. L'exemple de l'intervention unilatérale d'Elon Musk dans la guerre en Ukraine est éclairant. En restreignant temporairement l'accès à son réseau satellitaire, il a démontré la capacité d'un acteur privé à influer directement sur les cours d'un conflit. Dès lors, comment garantir la souveraineté de notre action militaire dans l'espace quand nos satellites ou nos flux de données peuvent être soumis aux décisions d'industriels? Quelles mesures le ministère des Armées peut-il prendre pour renforcer la résilience de nos systèmes spatiaux en cas de rupture contractuelle ou de sabotage? Je vous remercie. Merci. Alexandra Martin. Merci Madame la Présidente, merci au rapporteur. Étant députée à Cannes, deuxième site d'implantation de cette magnifique entreprise qu'est Thales Alenia Space, j'entends leurs inquiétudes existentielles et aussi leurs alertes en termes de souveraineté nationale et européenne. Or, et notamment en termes de télécommunications, or, Iris Carré reste, et vous l'avez finalement évoqué tout au long de vos interventions, une solution civile. Quid de Syracuse 5? Est-ce que vous pensez que la LPM va tenir ses engagements par rapport à Syracuse 5 ou est-ce que Syracuse 5 va être sacrifié sur l'autel d'Iris Carré? Merci. Pour finir cette série, Franck Giletti. Merci. Je reviens sur mon propos liminaire où j'avais glissé une question pour laquelle je n'ai pas eu vraiment de réponse, mais une question très très courte. C'est sur la fonction protégée et sur ce qu'on appelle les démonstrateurs, Yoda et Toutatis. Est-ce que vous avez eu des informations, parce que je n'arrive pas à en avoir pour ma part, pour savoir si l'étape démonstrateur va être zappée, va être remplacée? Est-ce qu'il y a d'autres projets pour cette action dans l'espace qui prend du temps? Et je renouvelle ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on aura acquis cette capacité, nous serons une véritable nation souveraine et active dans l'espace. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre spécifiquement et je laisserai mon co-rapporteur, mon collègue, répondre sur la suite. Sur Syracuse 5, nous, on demande, alors bien sûr, nous ne sommes pas décideurs, mais on demande absolument que Syracuse 5 soit développé en parallèle d'Iris Square. Ça me semble évident. Cette interopérabilité entre les deux est nécessaire à terme. Et c'est vrai que Syracuse 4C ayant été supprimé, à l'époque, les militaires n'ont pas franchement apprécié ça. Et donc, j'espère qu'on pourra leur offrir Syracuse 5. Quant à Yoda, chers collègues, donc, on est toujours en phase démonstration. Donc, il sera lancé en 2027, 26, 27. 26, ça dépend, parce qu'en plus, qui va le lancer, ça ne va pas être Ariane. L'importance, c'est de développer Égide, puisque après Yoda, on a la constellation Égide qui est Yoda multiplié, d'accord, et au niveau industriel. Et on me dit, c'est 2028-2029, dans le meilleur des cas. Donc, il faut impérativement accélérer. Je réponds juste sur la régulation du trafic et des déchets. Et du trafic qui est parfois du déchet. J'évoquais Starlink. C'est méchant de dire ça comme ça, mais je pense que là, nous, on a été particulièrement avant-gardiste en France avec la LOS en 2008. On s'est donné des contraintes, notamment de désorbitation. On n'envoie pas n'importe quoi, parce qu'en fait, on est responsable. L'État français est responsable de ce qu'il immatricule. Donc, il y a quand même, à un moment donné, une responsabilisation des acteurs, mais aussi de la puissance publique qui doit montrer le chemin. Et je pense que là, il y a tout un enjeu sur la loi spatiale européenne, à faire montre, à un moment donné, d'ambition en la matière, d'un spatial durable, vertueux.
qui ne tombent pas forcément non plus dans le greenwashing, parce qu'on a évoqué tout à l'heure les technosolutions, les harpons, les filets, les aimants, les intercepteurs, les lasers qui vont nettoyer les orbites. Moi, je demande à voir, et en même temps, pas tant que ça, parce que si on a un accident avec explosion cinétique, etc., on va créer toujours plus de débris. Donc, je suis assez sceptique sur cette surenchère technosolutionniste en orbite basse, qui est en soi un marché, avec plein de startups qui investissent, certaines à fond perdu, parce que personne ne veut financer ça, soyons clairs. Donc je pense que plutôt que de continuer à déployer n'importe comment, essayons de faire mieux dans l'espace. Et ça suppose un travail normatif, mais aussi technique sur la conception des plateformes, pour les rendre plus durables. C'est la question des matériaux, etc. Et puis aussi de la propulsion, pour garantir des manœuvres optimales en contexte de coexistence contrariée. Mais c'est aussi leur durée de vie. Starlink, c'est 3-5 ans pour ceux qui marchent. C'est un scandale. On n'aurait jamais dû. L'État américain aurait jamais dû accepter un truc pareil. Les premiers satellites qui ont été envoyés en 2019, c'était Tintin 1 et Tintin B, 1A et 1B. Mais après, il y a toute une flotte que vous avez tous observée. Ils sont en train de rentrer dans l'atmosphère en ce moment. Et beaucoup, c'est des tonnes qui rentrent. Et c'était des microsatellites à l'époque, 300 kilos. Là, les V3 qui vont être envoyés peut-être plus tard par Starship, c'est 1,5 tonne, avec des panneaux solaires de 2 fois 30 mètres. Vous imaginez, ils les envoient par 60 à chaque fois. Donc là, la question devient très critique. Et on aimerait que l'État fédéral américain et ses agences réglementaires soient un peu plus rigoureuses dans la contrainte, mais on voit bien que là, il y a une petite collusion au cœur même du pouvoir à Washington qui fait que je pense qu'on n'en prend pas le chemin, et c'est grave, parce qu'ils déploient toujours plus, n'importe comment, et parfois en sabotant littéralement le travail réglementaire, en accélérant, parfois en acceptant de prendre des amendes, et c'est souvent le cas, et in fine, ils déploient, avec des explosions en ce moment dans le ciel des Caraïbes qui sont assez inquiétantes. Donc, moi, je pense qu'en face de nous, on a des acteurs particulièrement agressifs qui sont dans la prédation, l'accaparement et la saturation des orbites. Évidemment qu'on est un peu petit pousset, mais assumons-le et essayons de peser néanmoins sur le plan normatif. C'est pas rien, parce que la France a encore une voix qui peut compter sur le plan de la diplomatie spatiale. Merci. Je donne la parole à Damien Girard, porte-parole pour le groupe écologiste et social, qui vient de nous rejoindre. Merci Madame la Présidente, chers collègues. D'abord, désolé pour mon arrivée extrêmement tardive. J'étais retenu sur d'autres auditions. Si je n'ai pas pu participer à celle-ci et à la restitution, j'ai quand même pris connaissance de votre rapport. Et d'abord, je voulais vous féliciter pour la qualité de celui-ci. J'ai bien noté vos propositions de favoriser l'ouverture des carnets de commandes aux petites et moyennes entreprises, tout comme le besoin d'exécuter à l'euro près la loi de programmation militaire. Ces enjeux font écho au rapport que nous rédigeons avec Thomas Gassillou sur les enjeux de masse et haute technologie. Je souhaite vous interroger plus précisément sur les risques de plans sociaux que vous évoquez. L'européanisation est une perspective nécessaire pour les projets complexes et de haute technologie. Cela a du sens de mettre en œuvre une équipe dite de best athlètes autour d'un maître d'œuvre qui peut être français afin de mener à bien des projets coûteux et nécessitant de nombreuses briques technologiques. Votre rapport ne semble pas aller contre ce principe, mais pose notamment un enjeu social plus que légitime, la préservation des emplois de l'industrie française, la place laissée aux syndicats, c'est-à-dire aux forces vives et qualifiées de notre industrie de défense. Dans l'élaboration de votre rapport, ne peut être que salué. Cependant, l'européanisation est un horizon nécessaire, pouvant être un atout précieux face aux puissances américaines, russes et chinoises. Ainsi, je souhaite vous demander de préciser comment la coopération européenne peut être menée pour renforcer notre sécurité et notre compétitivité, tout en préservant le tissu social et productif français. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et une dernière question de notre collègue Jean-Louis Thiriot. Oui, pardonnez-moi, j'ai dû m'éclipser un instant. Je voulais rebondir sur l'excellente remarque de Geneviève Darrieussecq sur la conscience qu'on a tous de cet enjeu majeur des débris spatials. Alors, j'entends bien ce que vous avez évoqué sur la nécessité d'une diplomatie spatiale et d'un éventuel traité qui permettrait de réguler un certain nombre de choses.
Moi, j'ai un doute fondamental là-dessus. C'est que lorsque nous vivons dans un monde où il y a des logiques néo-impériales, et l'espace est bien une logique néo-impériale, puisqu'on est dans de l'espace, il y a une forme de foncier spatial qui est conquis par les premiers entrants. Et où, en même temps, on a certaines grandes puissances, finalement, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, où existe une forme de techno-césarisme, quels sont les moyens réels de peser sans illusion? Vous avez parlé de petits poussets, les enceintes diplomatiques, c'est bien. Est-ce qu'il y a des moyens de rétorsion? Est-ce qu'il y a des moyens de rétorsion qui portent le spatial? Et c'est pour ça que, contrairement à vous, je ne crois pas qu'il faut totalement écarter le techno-solutionnisme, parce que si ça tourne mal, on a vraiment besoin d'avoir des plans B. Cher rapporteur, je vais répondre sur les difficultés que rencontrent actuellement TAS et ADS et ce fameux projet Bromo, dont on ne sait... Je suis d'accord avec mon collègue, on ne sait pas grand-chose. Ça reste très secret et géré par des banques comme Goldman Sachs qui sont en relation avec les acteurs. Effectivement, nous devons préserver nos emplois. Ça me semble évident. Il y a quelques chiffres que je ne vous ai pas donnés dans mes propos liminaires, puisque TAS, c'est à peu près 4500 salariés, et on parle de environ, je le fais à peu près à la louche, 1000 départs. D'accord ? Ce qui est quand même une proportion importante. En revanche, chez ADS, donc Airbus Defence and Space, on a 6700 salariés et on parle de 400 départs. D'accord ? Et en plus, quand on parle des départs, on parle des départs à la retraite, des reconversions, etc. Chez TAS, il y a beaucoup plus de difficultés et on a besoin, enfin les salariés ont besoin de visibilité, de formation, de possibilité de reconversion pour être dans une autre filiale du groupe. Bien. Donc, ce projet Bromo semble se dessiner, mais il n'est pas obligatoire, parce qu'à un moment donné, la concurrence de l'Allemagne, l'Allemagne ne va pas se laisser faire, et on le sait déjà, OHB est en train de réagir. Donc, il ne faut pas se dire que Bromo est inévitable. Bromo est questionné pour l'instant, et je pense qu'on en saura plus dans pas très longtemps. Alors très rapidement, parce qu'on va devoir conclure. Merci pour ces questions sur ces plans sociaux. Enfin, moi, ils sont très inquiétants, je dois le dire, et ils inquiètent beaucoup les salariés, les organisations syndicales que nous avons rencontrées et avec lesquelles nous échangeons depuis le début. Et d'ailleurs, on en a fait un point d'honneur de ce rapport, de les inclure, y compris dans les diagnostics. Ils ont été force de proposition sur ces questions. Et ils continuent d'actualiser la doctrine aussi industrielle. C'est pas simplement, ils réagissent à des plans, ils produisent aussi des contre-plans pour éviter précisément les suppressions d'emplois. J'ai parlé de coopération. Il y a d'autres modèles d'entreprise qu'on peut aussi valoriser, qui sont objets de discussion. Là, je vous annonce que le 10 juin à Toulouse, il y aura les Assises du spatial, organisées par la CGT, à laquelle je vais participer. Et ça, c'est tous les ingénieurs techniciens qui sont mobilisés depuis des mois et des mois sur ces questions-là, qui vont proposer d'autres façons de planifier l'activité spatiale. Et moi, je pense qu'il faut européaniser aussi les luttes sociales sur l'espace. Parce que clairement, quand on auditionne, on a affaire généralement aux directions. C'est évidemment, on les écoute. Mais à un moment donné, il faut aussi écouter les bases. Les travailleurs qui, de façon concrète, font fonctionner les services, s'impliquent dans la production des satellites et tiennent à protéger cette base industrielle. Et la base, c'est ça. Enfin, c'est de la ressource humaine extrêmement rare, qualifiée. C'est du savoir-faire très localisé, tu le sais bien, à Toulouse. Et donc, moi, c'est pour ça que je suis contre ce projet, parce que je sais ce que ça va produire du point de vue de l'emploi. Et c'était ma réponse, trop rapide, mais sur les néo-impérialismes, etc., évidemment. Et moi, j'ai surtout travaillé dans une autre vie, je suis en dispo, sur le spatial américain, et je l'ai beaucoup vu, je l'ai observé à Washington. Enfin, quand on parle d'hégémonie là-bas, et quand, par exemple, on propose des accords Artemis, avec une puissance spatiale qui s'assume en tant que leader de l'exploration spatiale et que l'on se met par construction à la remorque de cette puissance, ça pose quand même plein de questions dès lors que cette puissance ne veut plus travailler avec nous.
et avec des conséquences matérielles, budgétaires. Là, les arbitrages sur Artemis, c'est terrible. Enfin, l'arrêt du Space Launch System, qui était un lanceur lourd, très coûteux, 4 milliards le vol quand même. Enfin, et c'était une bonne quinzaine de vols qui étaient prévus par la NASA, qui était très optimiste. Hein. Il est arrêté, donc là c'est le module de service produit par l'Europe qui d'un coup se trouve interrompu. C'est la station en orbite circumlunaire également, et TAS, plutôt la partie italienne, a beaucoup investi dessus, via l'ESA. Donc à un moment donné, on se met à la merci de ces forces hégémoniques. Ça, c'est l'existant, et pour autant, je pense qu'on peut peser d'une façon ou d'une autre. Moi, je suis confiant et optimiste en la matière, quand bien même je sais que c'est compliqué, mais la France, c'est quand même 3 milliards par an, c'est une agence spatiale qui encore produit des feuilles de route, qui a une vision et qui doit la porter. C'est une stratégie spatiale nationale. Nous, on a été reçus à Matignon la semaine dernière, justement pour évoquer ces questions-là. Et moi, je pense que si on internalise l'idée qu'on est une puissance déclassée, évidemment qu'on ne comptera pas. Donc, assumons à un moment donné le rapport de force aussi, y compris avec nos partenaires américains qui, pour l'instant, procèdent à des coupures dans les budgets de la science, etc. La NASA, c'est moins 25%. C'est quand même inouï. C'est autant de coopération avec la France qui vont être interrompues. Et là, c'est les scientifiques qui sont particulièrement inquiets. La réponse, pour l'instant, de la diplomatie française, je la trouve très faible. On devrait refuser ça, c'est pas normal, parce qu'on a engagé de l'argent, on a engagé de l'intelligence humaine, et on se trouve en disruption par rapport à ces programmes. Et donc je dois conclure. Oui. Ouais, merci. Enfin, vous aurez compris l'esprit. Merci beaucoup, chers collègues. Merci pour votre rapport. Il nous revient maintenant, pour clore notre discussion, de voter l'autorisation et publication de ce rapport. Je pense que c'était un excellent travail en peu de temps. C'est une question quand même assez majeure. Et vous avez eu raison d'attirer aussi l'attention sur le fait qu'on utilise, en fait, je crois, si les chiffres sont bons, chacun quotidiennement les services entre 23 et 25 satellites. Et donc, c'était une question cruciale au niveau civil, militaire et justement aussi notre vie privée. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le rapport est adopté et je vous félicite. Merci. Et merci beaucoup à tous d'avoir respecté 10h55.